C'est à l'hôtel Ritz, un des plus beaux palaces du monde, que 6 grands chefs français ont accepté de se réunir à l'invitation de Michel Roth, le grand chef du Ritz. Chers collègues, chefs, bienvenue dans les cuisines du Ritz. Ces grands chefs représentent tous une région française et vont unir leurs inspirations pour un festin de Noël comme il n'en a jamais été fait en France ni ailleurs. Car c'est loin des dorures du Ritz et au cœur des régions que se trouvent et se cultivent les ingrédients qui ont fait la renommée historique de la gastronomie française. Et si les produits travaillés par les grands chefs sont des bijoux, c'est qu'à l'origine, les artisans qui les façonnent sont des orfèvres. Ça, c'est un loup de Méditerranée exceptionnel. Qu'ils soient pêcheurs, maraîchers, ostréiculteurs, fromagers, chevriers ou éleveurs, leur savoir-faire est tout aussi déterminant dans la réussite de ce festin que le génie des grands chefs. Tiens, je t'ai mis une caisse, tu me la rendras la prochaine fois? Eh ben, génial. Pour ce festin incroyable, nos 7 grands chefs ont réuni tous leurs talents et ont décidé d'inviter leurs producteurs avec qui ils travaillent, ainsi que la chef Babette de Rosière et l'écrivain Yann Kefelec. En organisant ce repas, ils ont décidé de leur rendre hommage et de nous faire mieux connaître leur région à travers leurs plats. On a mangé comme un certain nombre de plats. On serait incapable de dire lequel est le meilleur. Nos 6 producteurs viennent d'arriver dans la capitale. Pour certains, c'est une première. Ils sont conduits dans les salons du Ritz par les maîtres de cérémonie Babette de Rosière et Yann Kefelec. Chers collègues, chefs, bienvenue dans les cuisines du Ritz. Je suis très heureux de vous accueillir avec toute ma brigade pour ce festin. J'espère que vous êtes tous en forme parce que je crois qu'on va bien travailler. Avec Alain, notre compagnon chef de toujours, nous allons faire un repas qui doit rester dans les annales. Installez-vous, messieurs. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici. Dans ce beau salon, c'est merveilleux. Hein? Très jaune. Alors, vous êtes les producteurs, vous représentez chacun une région de France, mais vous savez que les cuisiniers, les grands chefs étoilés sont en bas en train de s'activer pour vous préparer de leur création faite avec vos produits. C'est donc un incroyable voyage culinaire que vous allez faire Dans l'assiette. à travers la célébration de vos propres produits. Vous allez vous manger vous-même. Autrement dit, nous allons voyager au plus près des étoiles, car les 7 chefs qui nous reçoivent aujourd'hui et qui nous servent leurs plats sont parmi les chefs les plus étoilés. Nous sommes, à partir de maintenant, les spationautes de notre assiette. Et pour cette première, nos 7 chefs vont devoir travailler ensemble dans les cuisines du Ritz. Si cette brigade réunit quelques-uns des plus grands noms de la gastronomie française, il faut un général. Cet indispensable travail de coordination sera assuré par Alain Lecourtois, qui connaît parfaitement tous les chefs. Jean Sulpice est le plus jeune des 7 chefs présents. C'est à lui que revient le délicat honneur d'ouvrir le bal. En tout cas, c'est très sympa, c'est très joli, c'est très pictural. Justement, c'est bien que vous soyez là parce que dans la philosophie de ma cuisine, c'est qu'il n'y a pas un plat qui part en salle sans que je l'ai goûté. Donc là, avant d'envoyer les plats, on va goûter l'assaisonnement, savoir si justement l'équilibre du plat est parfait. Et c'est ce que je dis aussi à mon équipe, c'est qu'il faut toujours goûter et regoûter. Alors vous allez juger maintenant. J'ai mon instrument. Ça c'est bien ça. Après toi. Allez-y. Alors ce qui est important, c'est de bien tout prendre. De l'oxalis, Bien sûr. la ferrin Alors attends, et moi je l'œuf. mange comme un cuisinier avec les doigts. Hein. Voilà, il faut. D'accord. Vous me dites si l'assaisonnement vous plaît. Il y a les papilles qui s'agitent là, vraiment. Super bon. À 34 ans seulement, Jean Sulpice n'est déjà plus un espoir prometteur, mais un grand chef confirmé, détenteur de 2 étoiles au Michelin. C'est à la tête du restaurant savoyard l'Oxalis que Jean Sulpice s'est fait connaître. Un établissement dont la particularité est d'être le plus haut perché d'Europe à 2300 mètres d'altitude. Pour moi, mon arrivée à Val Thorens, c'est une chance et surtout une opportunité que j'ai saisie dans ma vie. Un jour, on m'a proposé, on m'a dit on a un projet de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens et on cherche un chef. Moi, c'était à cette époque-là où je sortais de 5 années de chez Marc Vera et j'avais 24 ans. Mais sauf qu'à 24 ans, quand vous frappez aux portes des banques, ils ne veulent pas vous soutenir. Et ils ne sont pas confiants, ils ne veulent pas vous laisser mener un restaurant gastronomique. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné cette opportunité justement
de faire un restaurant gastronomique à Val Thorens. Alors c'était pas gagné, j'avais peut-être trouvé le restaurant, mais c'était pas gagné parce que faire de la cuisine à 2300 mètres d'altitude dans une station de ski, ça n'existait pas. Voilà, le défi avec mon épouse, avec Magali, c'était justement d'instaurer ça. Messieurs, ça marche, 2 couverts avec 2 œufs de caille, 2 foie gras, 2 pigeons... Jean Sulpice est le plus jeune des 7 chefs qui officient pour ce festin de Noël. Mais cela n'en fait pas un acharné de la modernité. Il est en effet très attaché aux méthodes traditionnelles sur lesquelles il s'appuie dans sa constante recherche de perfection et d'invention. Parfait. Allez. Dans ma cuisine, c'est ça, je me remets toujours en question, j'ai toujours envie d'en faire plus, d'aller plus loin, de faire meilleur, c'est jamais assez bon. Quand j'ai un client qui me dit que c'est bon, je dis mais non, c'est pas assez bon, c'est pas assez fin, il faut qu'on aille encore plus loin. Et des fois, ça fait du bien justement d'avoir une femme, sa petite famille, qui vous ouvre les yeux. Et moi, j'ai une chance supplémentaire, c'est que ma femme, elle est passionnée comme moi, mais dans le vin. Ouais, sur le local, avec la Ferra, la Mondeuse. Ça surprend pas, ça, le vin rouge faut sur essayer, mais à mon avis, ça va pas choquer, hein. Ça va pas trancher avec la Ferra. ça, qui a dans- un poisson qui a une chair, un peu de viande, je trouve que ça peut être, au contraire, ça, à mon avis, ça va mieux fonctionner avec un rouge qu'avec un blanc. Eh ben, parfait. On essaye? Surtout, c'est toi qui sais. La difficulté de mon restaurant, c'est qu'il est basé à 2300 mètres d'altitude. On est dans une station de ski, on a 17% de taux d'humidité. L'eau ne bout pas à 100 degrés. Le marché le plus près, il est à 1h30 de chez nous. Donc c'est pour ça que je suis très proche de mes producteurs, pour que j'ai une fraîcheur quand ça part de chez eux, une qualité de produit qui est irréprochable. On doit avoir une rigueur que personne ne peut avoir ailleurs parce que on est loin de tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'été, j'ai sorti ma langoustine. J'ai vu mon jeune qui a fait un jus de pomme en cuisine et je me suis dit avec un jus de pomme, il faut que je fasse quelque chose. La verveine commençait à arriver, j'ai infusé la verveine dans le jus de pomme et après je voulais marier la terre et la mer. Donc j'ai fait une brunoise de betterave shoga. Betterave shoga, c'est une betterave d'Italie, on a la frontière d'Italie, elle est juste à côté. Et j'ai mis une brunoise de pomme. J'ai sublimé un produit qui est magnifique, que ça faisait des années que j'avais pas mis ça sur ma carte. Et depuis 8 ans, j'avais pas mis de langoustine sur ma carte. Et aujourd'hui, j'en ai mis une parce que c'est une langoustine qui me ressemble. J'ai respecté le produit. Comme pour Marc Vera, le grand chef savoyard qu'il a formé, c'est la nature qui dicte sa cuisine. Toutes les recettes que je fais, elles sortent de moi, de mon âme. Et des fois, je mets très très longtemps à sortir des recettes. Elles peuvent venir en un jour, en une semaine, en un an. Et pour ça que quand je fais du sport, quand je suis en plein dans mon activité physique, je pense pas à la douleur du sport, mais justement, je pense à créer mes recettes, à créer des associations de goût. C'est l'un des moyens pour moi de m'oxygéner, de me vider et en même temps d'être à la recherche perpétuellement d'idées et de recettes. Pour moi, c'est très important d'aller voir mes producteurs, d'aller à la rencontre des producteurs, à la rencontre des produits. Non loin de chez Jean Sulpice se trouve la vallée des Bauges, où l'on produit la tome du même nom. C'est dans cette vallée que travaille son ami Lionel Carroz, producteur de cet homme rare. Il est pas là, mon Lionel? Salut Jean! Comment ça va? Mais ça va bien et toi? À la forme? Bah écoute, tant qu'on est au boulot, c'est qu'il y a la Qu'est-ce que t'es en forme. train de faire là? Tu frottes les tomes des bouches, c'est ça? les tomes des bouges là, ouais. Regarde ces belles tomes, t'as vu la fleur jaune? Ah bah c'est comme ça que je les aime, moi. La fleur jaune est regrôlée, tu vois, tourmentée, la croûte tourmentée. Ça c'est un second critère de qualité pour la tome des bouges. Elles ont combien de temps d'affinage là? Oh, ça c'est des tomes qu'on 5 semaines à peu près. Bon, qu'est-ce que tu deviens alors? Qu'est-ce que tu fais par là? Eh ben je suis venu te voir pour qu'on aille voir Cédric. Ah bah écoute, moi Hein? je suis toujours partant. Moi. Tu vois, je vais remettre ma planche sur le tablard là et... Donc t'allais, tu venais là. Et puis on y va. Eh ben allez, bon à tout de suite, je vais Pas de préparer problème. tout ça. À tout à Allez, l'heure. je te rejoins. C'est parti. Et comment il fait pour faire descendre le lait? Faire descendre de lait, mais il fait pas des cheats. Non, il fabrique tout sur place alors. Il fabrique tout sur place. Ah non, les journées sont bien chargées là. Les journées sont bien remplies. C'est à la rencontre de Cédric Bigoni, un chevrier, que Lionel et Jean partent dans le massif des Bauges. Simplement, je suis installé depuis 98, ça fait déjà pas mal de temps. Et je me suis installé premièrement pour l'amour des bêtes, des chèvres, parce que j'ai que des chèvres laitières. Et aussi l'amour de la montagne, parce que mes chèvres montent donc sur l'alpage de Marjaria pendant 5 mois. Donc ici, elles pâturent en totale liberté.
après les contraintes, eh ben, forcément, je prends jamais de week-end, j'ai pas de vacances. Je reste aussi également 5 mois à l'alpage, je redescends jamais parce que je me vois vraiment, je me vois pas redescendre. Je suis très bien ici avec mes chèvres. Je me vois vraiment pas faire autre chose que mon métier de chevrier, voilà. On connaît tous les noms de nos chèvres, donc j'ai 150 chèvres, je connais tous les noms. Hein. Et ben là on a Alda, donc c'est une chèvre qui a 5 ans, et puis là on a Diane. C'est vrai qu'elles sont câlines et donc on s'y attache. C'est un produit très typique et un produit qui est fabriqué totalement en alpage. Donc le lait ne redescend pas. Hein. La traite se passe ici, la fabrication se passe ici dans le chalet qui est à 1600 mètres d'altitude. Voilà, donc là on va soutirer le fromage, donc ça représente 10% du lait, c'est-à-dire pour 10 litres de lait on aura 1 kg de fromage. Et tout le reste c'est le petit lait qu'on va donner au cochon. Ah bah dis donc, c'est pas simple pour venir chez toi. Salut Jean. Ça y est, t'as attaqué la retraite. Ça va Lionel, Ça fait vraiment plaisir de te voir. On va t'attendre dans le chalet, on va attaquer à faire le casse-croûte. Eh ben, entrez. On t'a prévu des petites choses. Je finis la traite et puis je vous rejoins. Ouais, tout à l'heure. Oh, magnifique. On est pas bien là? Royal. Bon alors, j'ai amené tout ce qu'il faut pour une omelette et ça c'est ce que c'est la Ferra de Éric Jacquier, la Ferra fumée. Oui, Ferra fumée, Attends, faut que je fasse goûter ça à Cédric, attends, obligé. ouais. Puis toi c'est les cèpes que j'ai ramassés là. Super. Il a mis une bûche là-dedans, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont être germés? Hop là. Tu vois ce qui compte c'est de passer un bon moment, c'est ça là aussi la cuisine. Ah c'est parfait ça. Ouh, on va se régaler là mon Lionel, moi je te dis. Ah, bah voilà le Cédric. Ah, comment ça va? Voilà les comptes. T'arrives pile poil quand il faut, regarde l'omelette là. Ah super. Hein? Bon, elle a quoi ton omelette alors? Elle est aux cèpes, c'est les cèpes que j'ai ramassés dans la vallée des Belleville. Ah super. Regarde-moi ça. Magnifique. Allez, t'aimes bien quand c'est de la veuve? Oui. Goûte-moi ça. Putain, mon Lionel. Santé. Santé, santé. Tu fais goûter tes fromages? Voilà, je cherchais un petit... Ah, ça Un petit voilà. Charentin. Allez, et sur ça, tu sais ce que Magali me dit? Elle préconise toujours du blanc, son chef. Alors on va C'est voir un vrai, petit c'est cadeau. vrai. C'est vrai que. Et voilà, plateau de fromage. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Et ben ça, on appelle ça du mondo. C'est une pâte cuite de chèvre qu'on affine 6 mois, donc ça plaît. Hein. Et puis ça permet l'hiver, quand on ne vend pas toute notre production, de stocker du lait. Si on ne sait pas d'où viennent les produits, comment ils arrivent chez moi, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas le respecter dans l'assiette. Ça, c'est très important, le respecter dans le travail. Parmi les spécialités que Jean Sulpice propose à sa table, il y a la Ferra fumée. Pour pêcher la Ferra, le chef doit se rendre sur le lac Léman en compagnie d'Éric Jacquier, dont le savoir-faire est ancestral. Ça fait 4 siècles et 23 ans que je suis pêcheur professionnel parce que ça fait à peu près ce temps-là que notre famille est installée comme pêcheur sur le bord du lac. On a tous été nourris aux poissons et au bout d'un moment, on doit penser à peu près comme eux. La première fois que j'ai appelé Eric, la première chose qu'il m'a dit, je veux bien te servir, mais avant tout, il faut venir pêcher avec moi. Et ça m'a vraiment impressionné. Et puis en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Parce que je sais pas du tout comment on pêche un poisson du lac. C'est vraiment le respect de la nature, du produit, et puis aimer manger des bonnes choses. Donc alors c'est tous les matins 4h Eric, alors 12h. Ouais, merci. Tous les matins 12h. Oui. Et même un boulanger c'est pas aussitôt. Feignant. Le soleil se lève et c'est beau. Pour le festin de Noël, Jean Sulpice a décidé de nous faire un plat avec la Ferra fumée d'Éric Jacquier. Pour cette recette, réalisez un sirop à 30, c'est-à-dire un tiers de sucre par rapport à la quantité d'eau. Pochez les œufs de caille. Pour la gelée, émincez et taillez en brunoise les concombres, les pocher à l'eau dans laquelle on additionne de la gélatine. Cuire le tout 2 à 3 minutes et laisser refroidir. Roulez les fines tranches de Ferra fumée et les taillez en petits dés. Déposez les œufs pochés de caille sur fond de gelée en alternant les petits dés de Ferra fumée, la brunoise de concombre, les fleurs et feuilles d'oxalis. On envoie.
Allez. Ça y est, Jean Sulpice a terminé et le premier plat du festin est prêt à envoyer. Pour ouvrir ce festin de Noël, Jean Sulpice a décidé de mettre à l'honneur les produits d'Éric Jacquier. Oh Comment là ça là, va? qu'est-ce qu'il est beau, Jean Sulpice. Bah vous aussi, vous êtes C'est le une jeune. belle tablée là. Alors Jean, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous là ce soir? Alors je vous ai imaginé justement pour ce festin de Noël une gelée de concombre, œufs de caille, fer à fumer et de l'oxalis. L'oxalis qui est une plante qu'on ramasse environ à 1000 mètres d'altitude, qui a un oseille sauvage qui a le nom de mon établissement. Et quand j'imaginais cette recette, justement, la gelée que vous allez voir sur le dessous, c'est l'esprit du lac, l'eau du lac. Donc c'est une eau végétale. Bon, on n'est pas des paysans, on a le lac dans l'assiette. L'eau végétale, parce que Ouais. c'est une eau de concombre. Bon, ben, on va goûter alors. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Et puis régalez-vous. Merci. Merci, Jean. Allez, à tout à l'heure. Merci. Oh, Quelle élégance. oh là là. Superbe. Non, mais c'est c'est vraiment formidable. très C'est beau. incroyable, Mais ouais. quel travail. C'est de l'art, hein. C'est de l'art. Quand je vous dis que le cuisinier c'est un magicien, est-ce qu'un artiste c'est un magicien, vous voyez? Ah, tout à fait. J'ose pas couper le... Bon, alors écoutez-moi, on va commencer parce que j'ai un petit creux encore. Donc, on va commencer. C'est fantastique. Ouais, on dirait les nénuphars de Manet, ouais, c'est juste. Oh là là. C'est une bonne Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est à tomber par terre. Oh, Ah oui. il y a un petit côté fumé du... Oh là là. Quand on voit le plat arriver comme ça, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. Quand on met en bouche, on a une profusion de parfums. mais c'est assez exceptionnel. Hein. Avec effectivement, il y a une petite note acidulée qui est extrêmement agréable et qui ressaisit tout, c'est L'oxalis, c'est l'oxalis. Alors, Oui. quel effet ça vous fait de manger la ferra la plante là. Alors, je suis fier de mon chef. habillé comme ça? Je suis fier de mon chef et puis je suis fier de mon travail et du travail de toute la pêcherie parce que c'est pas seulement le travail d'un producteur, c'est-à-dire que moi je suis pêcheur, je vais à la pêche, mais derrière moi il y a toute une équipe. Vous disiez d'ailleurs que derrière chaque chef il y a un producteur, mais derrière chaque producteur il y a une femme en général. Ah oui, on dit d'ailleurs, c'est Et- pourtant une Cherchez la femme. femme, il faut toujours chercher la C'est femme. mon épouse qui s'occupe de la préparation et de la vente des poissons et là ben, c'est magnifique. Et vous le fumez comment? Enfin, c'est naturel ou vous le mettez dans des... Comment vous faites pour fumer? Ah, ça c'est des secrets. Donc, je on veux dit tout c'est savoir. fumer avec amour. Bon. Ça vous suffit comme explication, non? Alors que les invités savourent avec grand plaisir la recette de Jean Sulpice, en cuisine, Michel Roth met la touche finale à la deuxième entrée. Oh, dis-moi, t'es un produit exceptionnel là. Michel Roth, 9e chef de l'histoire du Ritz, est à la fois l'hôte et l'instigateur de ce festin. Meilleur ouvrier de France, détenteur de 2 étoiles au Michelin, il est l'un des chefs les plus titrés de France. Dans 5 minutes, c'est bon. Moi, je suis là en fait en tant que chef de cuisine des cuisines depuis 2001, donc ça va faire bientôt 10 ans. Mais il faut dire que mon histoire, elle commence très tôt ici au Ritz, parce que je crois que je pourrais dire que j'ai grandi dans la maison. Je suis arrivé ici, j'avais 21 ans, comme commis de cuisine, donc j'ai fait toutes les étapes d'une grande brigade de cuisine. Et c'est une maison qui me passionne. De langoustine, c'est parti. Je ne se lasse jamais d'une maison comme celle-ci. On travaille les meilleurs produits, on a des grands professionnels avec soi. Le Ritz est une maison à part. Son restaurant, l'Espadon, accueille l'une des clientèles les plus exigeantes au monde. Malgré une rigueur et une pression constante, c'est la passion de Michel Roth qui l'emporte. Je pense que pour faire un bon plat, je ne veux pas dire que c'est simple, mais je crois qu'avant tout, il faut avoir l'envie, il faut avoir le cœur gros comme ça pour faire plaisir aux gens qui vont venir déguster ces plats-là. Donc je crois que déjà, si on a cet esprit, on a déjà envie de faire plaisir. Comme elles sont très petites, c'est bien, c'est la tête de virotte, c'est super. Impeccable, juste un peu de poivre, un tour du moulin à la fin. Son parcours est à l'image de sa cuisine, éclectique. Il y en a eu un peu à côté, puis après les gouttes. Michel Roth ne favorise pas un terroir plutôt qu'un autre. Il se fournit auprès de tous les meilleurs producteurs de France. Et contrairement aux autres chefs,
il proposera 2 plats pour le festin, une entrée et un dessert. Ça se passe dans les salons du Ritz, donc c'est vrai que je me sens carrément concerné, je ne vais pas dire plus que les autres, mais j'ai quand même j'ai un rôle à jouer. C'est un peu comme si je recevais un peu ces chefs chez moi à la maison. Alors pour le festin de Noël, nous allons préparer un tartare de langoustine avec des pommes vertes et des jeunes pousses amères. Au travail. Décortiquez les langoustines, coupez en petits dés de 5 mm de côté. Détaillez les pommes et les concombres en petits ronds. Mélangez les langoustines, le citron vert, la ciboulette hachée, le concombre et les pommes vertes, salées et poivrées. Confectionnez une boule de 5 cm de circonférence et dressez sur une assiette avec la sauce autour à base d'huile d'olive, caviar et poivre rose. Servir avec un consommé chaud de langoustine à part. Bonjour tout le monde, quel plaisir de voir cette belle table dans les salons du Ritz. On a préparé un tartare de langoustine avec une gelée de pommes vertes, une crème de céleri avec une pointe de vodka et un peu de caillé de brebis, quelques pousses de salade amère. J'ai rajouté aussi un petit peu de caviar, quelques grains, avec un peu de baie rose. Michel, quand je vous vois, je suis intimidée. Quand je pense que vous avez commencé dans cette maison, premier commis, c'est vrai. Et que 10 ans après, vous étiez chef le petit trait avec Robuchon, je suis vraiment très émue. Merci et ça beaucoup. me fait un grand bonheur d'être là. En tout cas, bon appétit. Merci. Merci à vous. À tout à l'heure. Ah, c'est vraiment beau. Hein. C'est à la fois très raffiné, très appétissant. Et c'est subtil dans C'est beau. Présentation, là, c'est vraiment... Merci. On ne sait pas par où commencer, c'est formidable. On peut commencer par les petites fleurs sur le côté. Alors, ce qui est effectivement extraordinaire, Babette, c'est de voir se combiner la terre et la mer. C'est une espèce de... Ils ne vont pas divorcer parce qu'ils s'entendent très très bien. C'est étonnant, ouais, il y a un mariage heureux dans mon assiette. J'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann? Ah si, totalement. Ces petites fleurs sur le côté, je ne sais pas comment elles s'appellent, ces fleurs bleues. Mais ces fleurs bleues se combinent parfaitement bien. Elles ont un goût très particulier, un peu acidulé. Je trouve que c'est vraiment bien mariné. Tout est rentré dans la chair et c'est vraiment très très bon. Oui. Il a mis un peu de vodka, il a dit dedans. Il n'arrête pas de nous surprendre, lui. Oui, et le caviar aussi. Hein. Oui. Il arrive, on a... Ouais. En tout cas, c'est très bien réussi. Ouais. Non, mais il est sûr que le citron a quand même saisi la chair de C'est l'angoustine. ça la force du citron. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous de ce que vous avez goûté là jusqu'ici? Moi, je trouve que c'était excellent. Un homme de la mer qui très parle. fin. Ouais, très je trouve fin. que cette langoustine, ça a une finesse. C'est vraiment... C'est brillant. Alors, qu'en pensez-vous? Brillant. Le 3e plat ne va pas tarder à être envoyé. Il est l'œuvre de Gérald Paseda. Dis-moi Gérald, Ouais. cette recette-là, elle a été pensée, elle a été inventée pour le festin. Elle a été pratiquement faite pour le festin, parce que c'est un chapon, mais le chapon est une rascasse, donc c'était l'allégorie, je dirais, entre le jeu de mots, qui est un chapon, en théorie, c'est la volaille, bien entendu, et chez nous, en Méditerranée, le chapon, c'est la rascasse. Donc on a pensé de faire cet effeuillé. La mer est là comme une évidence, parce que elle est omniprésente, elle est là, elle fait partie de cette ville, elle fait partie de la manière dont on se nourrit ici, elle fait partie de mes mœurs, elle fait partie de mon enfance. Et c'est de là que, si je puis dire, je ressors mon potager. Mon potager est marin de toute façon, quoi, maritime. Je ne sais pas ce que c'est comme poisson, mais je sens un poisson. Là. Si le restaurant de Gérald Paseda, le Petit Nice, a obtenu sa 3e étoile au guide Michelin en 2008, c'est en premier lieu grâce aux soins que son chef met dans le choix des poissons et la délicatesse avec laquelle ils sont pêchés. Et là, dans ta calée, t'as mis combien d'hameçons, là 700 hameçons. 700 hameçons. 700 hameçons. Esquillés avec des sardines et des anchois. Là, il y en a un par hameçon, là. Je suis tombé sur un bar. Ah ouais, bah c'est un banc de maquereau. Bah c'est parfait. Je change le menu. Petite galinette qui arrive, là. Voilà. On la voit arriver sur l'eau, là, voilà. On la voit nager, là. Qu'est-ce qu'elle est jolie, regarde. Nous, on adore ça, quoi. Hein. Elle est magnifique. Hein. C'est vraiment gustativement incomparable aussi, quoi. Un loup, oui. Tiens, les loup, hein. on le voit regarde, bien. regarde la bête. On le voit arriver, là. Ah, très beau poisson. Hein. Ça, c'est un loup de Méditerranée exceptionnel. Voilà. Loup de palangre. Hein. Ah ouais. Un poisson de filet n'aura jamais la même mort qu'un poisson de palangre, voilà. Et tout réside malheureusement dans cet acte-là, dans ce décès. Joli il a voulu manger quelque chose, hop, il s'est fait avoir, et voilà. En plus, le poisson n'est pas stressé, en plus, c'est ça, oui, il nage à l'arrivée du bateau. Il n'est pas stressé du tout. Hein.
Un joli poisson qui arrive là. Il tire en plus. Une denti, ouais, ah une ouais. denti, ouais. Denti, là, en fait, ce que tu fais, c'est quand même une des dernières pêches raisonnées de la terre, si je puis dire. C'est une pêche sélective aussi. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est une pêche où on prend que du beau poisson, où on relâche des petits poissons qui sont prêts à l'hameçon. Le poisson est beau et vivant, il n'est pas abîmé. C'est vraiment une belle pêche. Hein. C'est toute la différence gustative et pour moi, un cuisinier, est indescriptible. Superbe. Voilà, ça c'est quand ça arrive, là, ça c'est le bonheur, ça. Ça va, avec super. Le fait de créer un tissu d'amitié et de connivence avec les pêcheurs qui travaillent pour moi, de remettre tous ces artisans en selle, parce que c'était aussi un métier qui tendait à s'époussiérer, si je puis dire, comme ça, et donc il a fallu un petit peu les remettre au goût du jour, ainsi que les poissons qu'ils pêchaient. La manière ancestrale dont ils les prennent et la manière, je dirais, raisonnée de faire cette pêche, comme ça, il y a à peu près 80 espèces par an qui sont mis chaque saison à la carte du Petit Nice. Allez, merci. Ciao Félix, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Au large de la cité phocéenne se trouvent des poissons oubliés que la cuisine de Gérald Paseda permet de redécouvrir. Les poissons servis sont pêchés le jour même et cuisinés sans matière grasse. Les rapports avec les pêcheurs, je les prends tout simplement, et eux aussi c'est pareil, ce sont des rapports d'homme à homme, des rapports humains, des rapports de franchise. C'est beaucoup plus que des fournisseurs pour moi, ce sont des personnes qui font partie intégrante de ma cuisine. Parmi les pêcheurs qui approvisionnent Gérald Paseda, Philippe pratique la pêche d'une façon qui peut sembler archaïque. C'est à l'aide d'une nasse remplie de coquillages comme appât qu'il pratique la pêche à la girelle. C'est la pêche ancestrale. Voilà. Ça maintient. Et respectueuse de la Méditerranée de toute façon. Voilà. En plus, c'est des couleurs extraordinaires. C'est magnifique, ça, regarde ça. Il ne faut surtout pas que les instances politiques de l'Union européenne interdisent ces sortes de pêche. Parce qu'au contraire, ça préserve le poisson. Ça préserve l'espèce qui se reproduit d'autant plus. Voilà. Et c'est pas en enlevant 10 kilos de poisson tous les 2 jours qu'on va faire du mal à la Méditerranée. Voilà. Bien au contraire. Et on le voit comme on pêche, c'est très respectueux des fonds marins. Malheureusement, pas mieux, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne nous entendront pas. Si, ils vont dire ça va être autorisé les girelles, mais au-delà de 40 mètres. Mais ils ne savent pas qu'au-delà de 40 mètres, moi j'en prends plus. Il n'y a plus rien. Voilà. donc ils diront c'est pas interdit, tu les pêcheras ailleurs dans les grands flots, mais il n'y en a pas du coup. Voilà. Ça, il faut le dire, ça passera. On a envie de leur dire quoi, mec. Hein. On fait une cuisine, si je puis dire, équitable à la limite, parce que elle est respectueuse de la Méditerranée, elle est respectueuse des artisans qui travaillent avec moi. C'est une chaîne comme ça, assez fragile, bien entendu, mais on essaie que ceci soit en parfait équilibre. J'ai jamais voulu quitter ce quartier, parce que je pense que c'est l'endroit où j'ai vraiment envie de vivre. Je ne veux pas aller ailleurs. Je me suis donné les moyens de rester ici, d'établir mon rêve qui était d'avoir un 3 étoiles au guide Michelin dans une ville improbable qui était Marseille, qui est Marseille. Donc je ne vois pas pourquoi je partirais. Je me sens bien ici, dans cette situation géographique exceptionnelle. Et c'est vraiment de là que je suis, et c'est de là que part aussi toute ma cuisine. Voilà. Le Petit Nice a été fondé par le grand-père de Gérald en 1917, face au château d'If et au pied de la colline de Notre-Dame de la Garde. Pour Gérald, le Petit Nice n'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un héritage. En fait, oui, c'est un restaurant de famille. C'est quelque chose qui n'avait peut-être... mon grand-père et mon père ont fait les efforts nécessaires pour arriver à un certain niveau. Leur rêve était d'avoir 3 étoiles au guide Michelin. C'est moi qui ai transformé l'essai. Bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi, mais il a fallu quand même pas mal d'opiniâtreté. Mais surtout, le plus important, c'était de trouver sa voie culinaire. Sa voie culinaire, on ne peut la trouver que par les profonds souvenirs de l'enfance que l'on a. Pour moi, c'est ce qui a été le plus long, en fait. Une identité culinaire, une passion. Et à un moment donné, je me suis tourné sur ce qui était évident, comme une évidence, c'était la Méditerranée, de toute façon. Je cherchais tout le temps ailleurs ce que j'avais tout près. En tout cas, je sais une chose, c'est que ce que je fais maintenant,
comme cuisine, c'est vraiment ce qui sort de mon moi intérieur. C'est pas quelque chose que j'ai plagié, loin de là. C'est quelque chose que je ressens pour magnifier les poissons avec l'aridité extrême qu'il y a ici dans cette région, quoi. En fait, c'est pas vraiment un combat. Tous les gens croient que c'est un combat, mais la vie est un combat en soi, de toute façon. Je veux dire, c'est chaque fois qu'on essaie de faire mieux, chaque fois qu'on essaie de dépasser un petit peu ce que l'on ressent, c'est un combat, de toute façon. Et ça n'arrive pas comme ça, comme une fleur, un beau matin, où on met le cadeau sur la table. C'est pas du tout ça, quoi. C'est petit à petit, chaque année, chaque minute, chaque service, des remises en question perpétuelles pour arriver à ce que, en finalité d'un repas, d'un déjeuner, tout soit excellent de A jusqu'à Z. Voilà. Oh, le beau bleu, voilà. Par contre, il y a un homard là qui part, hein. Il y a un homard abyssal, ok. Allô. Bien. Et une fois que vous êtes bon, il faut quand même, après cela, concrétiser. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être bon une seule fois, quoi. Il faut l'être après tout le temps. C'est assez répétitif, et c'est ça aussi la rançon du succès. Oh, Christian! Comment ça va? Je t'ai amené Bernard pour qu'on boive un coup, là. Oh, tu me... Oh, fais-le passer. Le président, c'est rare, hein? Fais-le passer, le président. Voilà. J'ai pris le pied. Tu vas pas avoir mal au cœur, à bord? Regarde, on n'est pas bien, là? Et voilà. C'est un bruit qui me plaît. Je vais mener la nappe. Pas belle la vie, tu vois le truc? La vie d'un chef 3 étoiles n'est pas seulement faite de recettes ultra complexes, elle se nourrit aussi de simplicité et d'échanges. Avec Bernard, le doyen des pêcheurs du Vallon des Offes, qui a travaillé pour ses grands-parents, il partage la même passion pour la Méditerranée et la sobriété de certaines saveurs de la région. Ça, c'est beau. Ça va se manger quand même, non? Ah, mon Christian. Excellent. J'ai une recette de la femme de Bernard qui est à ma carte aussi. Ça s'appelle la recette du bateau Janger, au secret du bateau Janger. Donc tout ça, c'est un tissu qui se crée et qui se forme entre nous, qui n'était pas là au départ, quoi, je dirais, mais qui s'est fait petit à petit au fil des années et qui maintenant on arrive à cet état de fait où on est vraiment en collaboration permanente. Viens boire l'apéro, viens. Viens, mon poulet, viens. Cette gastronomie ne peut pas passer sans ces messieurs qui sont là forcément, parce que, à contrario de ceux qui ont des gros chaluts et qui raclent tout, c'est tout à fait différent. Eux sont là pour... C'est leur métier de père en fils, de toute façon, et malheureusement, il y en a de moins en moins. Ouais. Le tonneur de chien, le vitrier. Elle est froide, l'eau. Elle est glacée, hein? Depuis qu'il a reçu sa consécration de 3 macarons au Michelin, Gérald Passedat n'a de cesse de travailler avec ses amis pêcheurs. Oui, bien sûr qu'il manque plein de projets, plein de rêves qui ne sont pas assouvis, et heureusement, parce que sinon, si on ne rêve pas, on s'arrête tout simplement, quoi. Mais pour l'instant, le Petit Nice est en ordre de marche. Et j'essaie justement qu'il soit dans la meilleure disposition possible pour arriver à l'excellence. Et ça, c'est quand même du boulot et du bonheur, bien entendu. Mais il faut être là tous les jours et à chaque service. Et bien entendu, j'aimerais aussi que, quelque part, ma descendance, en fait, mon fils, puisse s'intéresser à ce projet, bien sûr. Pour ce festin de Noël, j'ai décidé de vous préparer un chapon de palande, effeuillé au bouillon clair safrané. Pour cette recette, réalisez une bisque de langouste et la soupe de girelle avec huile d'olive, ail, fenouil et citron. Réduire 10 minutes et passer au chinois. Cuire le chapon à la vapeur avec le fumet de poisson, fleur de sel et poivre. Effeuiller le chapon délicatement, puis le dresser en forme de pétales de fleurs, sans oublier les joues du chapon. Dis-donc, Gérald, elle est où l'huile d'olive là? Je vois pas là. Il n'y en a pas dans celui-là. Explique-moi, il n'y a pas d'huile d'olive? Non. Mais comment tu peux faire un plat sans huile d'olive? Je sais pas, c'est un truc. Tu veux moi je peux mettre 2-3 gouttes d'huile d'olive pour finir, non? Ah non, surtout pas ça. Bon, alors je vais mettre une noisette de Ça va beurre. faire des yeux, quoi. Allez-y, monsieur. Moi, ce qui me fait plaisir chez Gérald, c'est qu'il utilise l'épice la plus chère du monde. C'est bon pour vous.
il est temps pour Gérald Paseda d'aller présenter son plat aux convives. Cette recette va permettre de mettre en valeur le travail de Christian Guarino, le pêcheur du Vallon des Offes. Gérald, merci. Qu'est-ce qu'il est beau, Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, vous allez me gêner bientôt. Il est formidable. Dites-moi donc. On dirait un magicien. Donc je vais vous présenter les feuillets de chapon de la Méditerranée. En contrepoint de ce chapon au bouillon safrané de Girel, il y a une petite langouste de Méditerranée avec une bisque, de la Christ de la Méditerranée aussi, et des petites pommes de terre bouchon safranées. Oh là là, c'est tout un programme. Merci Christian. Merci. Merci Christian. Mais Christian, vous êtes bien fier. Ben oui, parce qu'on va goûter un poisson de chez nous Oh, j'adore qui a l'accent. un super goût, qui a une finesse. Vous verrez. Écoutez, je ne vais pas vous le dire, vous le direz vous. Ah bah si, il faut nous le dire aussi, parce que nous, on ne connaît pas le chapon. Vous allez le goûter. On va le goûter. Et après, Mais la chair est relativement ferme. Hein? C'est bon comme chair. Hein. Mais la chair est ferme. Ouais. Je ne m'attendais pas à avoir une Ferme chair. et fine à la fin. Oui, parce que là, ça fond en même temps. Quand on rentre, dans la bouche, c'est ferme. J'adore la Je sais pas si c'était ça. C'est un peu le goût de la langouste, moi, je trouve. Exactement. C'est un goût de langouste. La texture, oui. Exactement, on a l'impression de manger un crustacé. Absolument, oui. Mais vous pêchez toute l'année? Oui, toute l'année. Toute l'année et par tous les temps? Par tous les temps, mais sauf quand je suis en congé. Et est-ce que ce métier, c'est un artisanat? C'est un métier qui est... Ah, c'est un artisanat. C'est un artisanat qui est une célébrité, justement, dans la région. Et en même temps, est-ce que c'est un métier qui a de la relève, c'est un métier qui a de la suite, ou est-ce que c'est un métier qui est menacé? Il n'y en a plus de pêcheurs. Vous vous rendez compte que pourquoi, alors? Nous, dans le petit port du Vallon des Offes, on était... Il y a 20 ans, on devait être 14 ou 16. Et maintenant? On n'est plus que 3. Oh non. On n'est plus que 3, donc c'est pas une surpêche. Et pourquoi ça? Tous alors? les chalutiers, ils n'y sont plus. Il y a plus. Ben, c'est qu'on ne nous veut plus. On ne peut pas nous imposer un quota. On ne pêche pas assez. On ne pêche pas assez, nous sommes des petits pêcheurs. On est tellement petits. À chaque fois, le pêcheur est montré comme quelqu'un d'irresponsable, de pilleur, de destructeur. Qui détruit les océans. Mais là, on est 3 pêcheurs représentés à cette table-là et aucun de nous ne pille quoi que ce soit. On ne fait que Vous vivre. êtes tous extrêmement respectueux. On ne fait que vivre de notre métier et les poissons font le reste. Est-ce que vous considérez que ça, c'est sinistré? On est tous les 3 pêcheurs et il est vrai qu'aujourd'hui, le grand danger pour nous, c'est le poisson d'élevage. Parce qu'on va vous dire, voilà, préserver la nature, manger du poisson d'élevage. Mais ce que je trouve gravissime avec le poisson d'élevage, c'est qu'il casse le lien humain. Absolument. Lorsqu'on a un poisson dans son assiette, on a besoin de le relier à une histoire humaine, à une région, à quelqu'un effectivement qui s'est battu comme ça pour nous apporter le meilleur de son travail jusqu'à nous. Avec le poisson d'élevage, on a un poisson parfaitement anonyme et on sait très bien que manger, ça ne consiste pas simplement à se remplir l'estomac. Alors que le débat continue à table, côté cuisine, le chef Olivier Rollinger s'affaire à ses sauces. Tout se prépare bien? Ouais, bien, superbe. Olivier, il faut aller chercher les homards pour monter les présenter en salle. D'accord. Maintenant. D'accord. Ils sont prêts? Olivier Rollinger a la charge d'envoyer le 4e plat. Créateur des maisons de Bricourt à Cancale en Bretagne, l'homme a révolutionné la gastronomie en associant les poissons de Bretagne aux épices du monde entier. Oh, Olivier! Bonjour Babette, bonjour les amis, bonjour Yann. Bon, Olivier, vous avez... Bon, Philippe est là. Ah, bon, ouais. je me suis permis quand même d'amener tes trésors, ce que tu nous ramènes tous les matins, entre la Pointe du Groin et le Cap Fréhel. Tous ces homards comme ça qui sont là. Donc, on a choisi quand même là de très belles femelles. Hein, et voilà, hop là. On voit que tu n'as pas l'habitude. On va faire connaissance avec le homard. Attends, Oui. c'est mon ami. Voilà. Et je sais que je vais le manger, là. Toi, je vais te déguster tout à l'heure. Dis bonjour, homard. Oui, enfin, Ah oui, mais je te fais pas l'indice, mais Il est majestueux, vous ne trouvez pas qu'il est majestueux? Il est très beau. C'est une femelle et puis elle fait le grand écart, donc c'est une danseuse. femelle presque. qui montre sa beauté, vous avez vu ça? Je suis bien vivante, c'est bien moi. Mais on va te déguster. Voilà. En tout cas, merci Bon, là, Olivier. c'est un plaisir. Merci, Maintenant, faut que j'aille me vous Olivier. préparer. Merci, Olivier. C'est dangereux la pêche au homard? C'est dangereux parce qu'on est tout près des rochers. On n'est pas au milieu de l'océan, on est près des rochers parce que les homards ils font des sortes de terriers tout près des rochers, donc ils font des creux dans le sable. Donc on est tout près des rochers, donc quand il fait mauvais temps, c'est toujours un peu chaud. C'est quoi la journée d'un pêcheur de homard?
En général, on se lève de bonne heure, C'est-à-dire 4, 5 heures, et puis on rentre vers midi, 12h, 14h. On relève nos casiers. Hiver Comment? Été comme hiver? Été comme hiver, oui. Philippe Couapel est un breton pur souche. Né à Cancale, fils et petit-fils de pêcheurs, il est l'artisan qu'Olivier Rollinger a choisi d'inviter au festin. Olivier, je le connais depuis longtemps. On est sortis quelques fois à Chausey ensemble. Quand on était gamin, avec mon père, on allait pêcher là-bas. On était tout gamins, quoi. On pouvait pas imaginer un jour que moi j'allais être cuisinier et lui allait être le pêcheur de homards. Je fais la pêche, moi, depuis 27 ans à peu près. J'ai fait 2 ans avec mon père. Puis après, je me suis mis à mon compte et j'ai acheté mon bateau il y a donc 25 ans. Je fais la pêche au casier depuis ce temps-là. Le moment le plus difficile, c'est quand il y a vraiment du mauvais temps ou les moments où ça pêche pas. Ça, c'est désagréable. On met du matériel à l'eau, on le relève parce que qu'on pêche ou qu'on pêche pas, de toute façon, on relève toujours nos 400 casiers à homard, par exemple, donc ça fait quand même un certain poids à la fin de la journée. Quand il n'y a rien à pêcher, par contre, les casiers paraissent vraiment très lourds. Ils font 20 kilos, mais là, on a l'impression qu'ils font 40. Et quand il y a quelque chose dedans, on sent que le poids du homard, quoi. Un petit 500 grammes. Je n'ai jamais mis un homard à Olivier que je pensais pas bon et il m'a jamais demandé d'aller chercher de la marchandise parce que j'ai toujours mis quelque chose de bien. De toute façon, ce qui n'est pas bien, en général, je ne le revends pas. Les mauvaises langues disent que pour cuisiner un homard, moi, il faut que je connaisse le prénom du père du pêcheur de homard. Mais c'est le cas. Le papa de Philippe, il s'appelle France et il m'a servi pendant des années. La pêche fraîche arrive. Ouais, exact. Ah oui, non, mais ça, c'est joli. T'en as beaucoup de ma taille, pratiquement, hein? Bah oui. Et ça, t'en veux pas, bien sûr? Non. Et pourquoi il n'en veut pas de celui-là? Parce que les sapins, c'est tout petit, ton garçon. Parce qu'il y a eu un vainqueur. De tous les pêcheurs, j'ai le plus grand respect devant ces hommes comme ça qui affrontent au quotidien l'élément. Ce sont quand même de grands bonhommes. Depuis qu'il a rendu ses 3 étoiles, Olivier Rollinger se consacre désormais au château de Richeux. Château Richeux, c'est une folie en réalité. C'est une folie que nous avons eue avec Jeanne de faire revivre cette maison. Cette maison construite en 1920, côté un peu baroque, Louis II de Bavière, maison un peu folle, posée comme ça entre ciel et mer, comme ça au-dessus de la baie de Cancale, au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel. Et elle est totalement axée par rapport au lever du soleil et à son coucher. Et elle a tout ce parc au-dessus qui l'entoure. Et dans un premier temps, le parc doit être tout à fait soigné. Et petit à petit, aller vers la nature, c'est-à-dire être de plus en plus l'habitat du vivant. Et puis, pour finir, se fondre dans celle de la lande, des champs et qui nous environnent. Avec Jeanne, on a trouvé, c'était une friche ici. C'était un terrain vague. Et cet endroit me faisait rêver enfant. C'était à la fois le château de la Belle-au-Bois-Dormant et le château du Hurlevent. Et le jardin lui-même, là, ce sont tous les rêves d'enfants qui doivent se concrétiser. C'est la mare aux grenouilles, ce sont les abeilles, c'est le conservatoire de pommiers, c'est le tipi de Jacques Cartier, c'est d'avoir les animaux, les ânesses, les petits moutons d'Ouessant, Dédé le gros cochon. Oui, fais un câlin. Fais un câlin. Oui, oui. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Alors, Pépère, tu peux sortir, hein? C'est un cochon chinois qui avait été abandonné dans la forêt et les gardes forestiers nous l'ont ramené. Ils se sont dit, il va être bien nourri. Oui, très beau, très beau, très beau. Ce lieu dont il a toujours rêvé et qu'il a créé à son image, Olivier Rollinger l'a ouvert à tous. Il y a installé un potager qui ne ressemble à aucun autre. Là, on arrive dans le potager celtique. Voilà, donc on a de l'hysope, on a de la camomille, on a le persil du Tibet, on a différents fenouils, on a de la livèche, on a la pimprenelle, on a des menthes velues, menthes poivrées, menthes marocaines, mélisse, différents origans, du galanga aussi, ça c'est des herbes un peu d'Asie du Sud-Est que l'on fait planter là. Donc on veut faire revivre cette maison à la fois de bonheur et de richesse de rencontres. Outre
Outre la Bretagne à laquelle il est viscéralement attaché, Olivier Rollinger est un grand voyageur. Sa cuisine a d'ailleurs toujours été empreinte de saveurs venues du monde entier, avec une fascination particulière pour les épices indiennes. Alors tout d'abord, ce sont des épices, la grande majorité sont en commerce équitable, en particulier d'Inde, du Wayanad, dans le nord du Kerala, où on travaille avec plus d'une centaine de producteurs, 120 producteurs, petits producteurs. Toutes les grandes cuisines sont des invitations au voyage, et la chose est d'autant plus vraie dans le cas d'Olivier Rollinger. D'être un trait d'union entre ces oubliés de la planète pour leur permettre de vivre un peu plus décemment avec ce commerce équitable et de me rendre accessible ma cuisine qui était une cuisine de 3 étoiles, pour des moments d'exception, eh bien tout d'un coup, moi je veux la rendre disponible pour une cuisine de tous les jours. La qualité, elle se mesure par rapport à des dimensions humaines, et de rapport avec l'autre, rapport avec ses collaborateurs, rapport avec son équipe, son équipage. Voilà. Ensuite, les fournisseurs, un peu comme tout un réseau, une toile comme ça immense, des gens de la mer, des gens de la terre, et puis aussi de tous ces anonymes de l'autre bout de la planète. Et puis enfin, avec ceux qui viennent à notre rencontre, tous ces clients qui se sentent, qui ne deviennent plus des clients, mais qui viennent des complices pour un moment à partager ensemble. Dans le vin bouillon, s'il vous plaît. 23, doucement. Hein, c'est peut-être quelque chose qui va au-delà de vendre ou d'acheter, mais c'est de permettre à chacun, à nouveau, d'être bien. Ce qui est beaucoup plus compliqué que d'avoir 3 étoiles. Vous utilisez mon origan de Sicile, là aussi ? Oui, on a commencé à le mettre. Là. Hein ? Ouais. Ici, réussir, c'est partir. Et pour moi, en réalité, la cuisine, c'était un moyen de larguer les amarres et d'exprimer cet esprit d'aventure. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé, et je continue à utiliser, cette gamme d'épices qui va jusqu'à 120. Et on les utilise pas du tout pour traduire une cuisine exotique, mais on les utilise comme en littérature, on utilise la ponctuation pour marquer un rythme, un tempo, un style, mettre en relief. Partisan d'une cuisine aux accents internationaux, Olivier Rollinger reste malgré tout attaché à sa région et aux produits de la mer. Et s'il est bien un produit dont les Cancalais sont très fiers, ce sont leurs huîtres. On ne peut rien faire sans les fournisseurs, sans les producteurs, sans les pêcheurs, sans les maraîchers. On ne peut rien faire non plus sans les personnes qui apprécient et qui comprennent ce que vous voulez exprimer. Parmi tous les producteurs avec qui il travaille, le chef Olivier Rollinger voue une tendresse toute particulière à Annick, cancalaise et ostréicultrice depuis plus de 50 ans. Annick est une véritable encyclopédie vivante de l'ostréiculture et de la pêche. Elle est bien équilibrée. Elle est belle, elle est bonne. Ouais. Le la poisson coquille est magnifique. Oui. La coquille est bien blanche et le poisson est beau. Bien dentelé, bien coffré. Oui, bien coffré. Tout d'abord, Annick, pour moi, Annick Prodhomme, c'est une femme qui incarne le caractère trempé des femmes de Cancale, ce travail, cette sincérité, cette spontanéité, cette droiture, cet amour du travail bien fait et cette connaissance du travail de l'huître, du travail de la mer comme ça. C'est dur, rude. C'est l'expression d'un pays, d'une terre qui est là, avec cette femme qui ne peut faire que bon. On ne peut pas dissocier Cancale et les huîtres. Ah ben non, automatiquement, quand on dit Cancale, les huîtres. Annick, elle a l'âge de ma sœur, c'est une grande sœur dans les produits comme ça. Hein, donc il y a une complicité qui se fait. Il n'y a pas besoin de se parler beaucoup et de se dire beaucoup de choses. Hein. On porte cette baie, c'est entre ciel et mer, de la même manière. On a les mêmes, chacun à notre manière, mais elle exprime l'amour de ce pays à travers ses huîtres, à travers toute sa vie, toute sa famille. Comme moi, avec Jeanne et avec tout l'équipage, on exprime aussi la grandeur et la beauté de cet endroit. Elle est magnifique, elle est très belle. Très... La coquille bien blanche aussi, pas chambrée. Ça, c'est... Je pense que pour l'hiver. Faites belles huîtres, Annick. Hein. Oh.
C'est-à-dire Non, mais c'est- qu'on garde Et le tu sais- savoir qu'on non, nous a mais- appris. Et quel... Ah, ça, c'est du costaud. C'est pas... Là, vous mettez le couteau, automatiquement, Et donc pourquoi vous casserez plus vite. certains qui sont... Bah, c'est-à-dire que nous, on les garde plus longtemps et on les met à durcir sur les terrasses de terre. Ça coffre, ça fait des belles huîtres. On a toujours un peu à mettre de deux côtés aujourd'hui la notion de labeur. Il y a un labeur, il y a des heures de travail derrière une huître de qualité comme ça. Et c'est à nous, cuisiniers, finalement, nous sommes le dernier maillon, et de sublimer, finalement, ce travail de plusieurs années. Ah oui. Les crochets. Parce que je crois que dans l'huître, on va chercher l'énergie de la mer, l'énergie des abysses comme ça. Moi, j'aime bien un bas de l'eau comme ça. Oh, bah, c'est meilleur sur le temps. Hein. Oh, bah, c'est meilleur sur le temps. Hein. C'est une vie. Une vie. Et pourtant, moi, je Pas voulais pas facile. faire les huîtres. Je voulais pas les faire. Et puis, en plein dedans, on a fait, comme dire l'autre, presque un siècle dans les huîtres. Bah, ça mais préserve c'est- quand même. Hein. La preuve. Pleine forme, Annick. Bon, il faut qu'on y aille parce que la mer monte. Allez hop. C'est pas le tout, hein, mais enfin, il a fait beau temps. Quand je suis pas dans les cuisines, ou quand je suis pas dans mes livres, ou quand je suis pas dans mes formules de composition, de création de poudre et d'épices d'ailleurs, je suis sur l'eau. Le bateau, la voile et la cuisine, c'est la même chose. Je vis la vague, je vis le vent, et finalement dans la cuisine, j'essaie de donner ce goût du vent, de la vague, et puis évidemment cette histoire et ce qui nous porte au lointain, à l'horizon, avec ce goût de l'ailleurs, le goût de l'aventure, le goût des épices. C'est peut-être pour ça qu'on m'a surnommé cuisinier corsaire. Pour le festin, Olivier Rollinger va nous préparer son fameux homard au cacao. Cuire les homards 5 minutes à la vapeur. Ouvrir les coffres, les concasser. Réaliser un fumet avec le homard concassé, le beurre et le vin de xérès et réduire de moitié. Décortiquer la queue et les pinces de homard, les faire revenir au beurre, déglacer avec le jus de homard, ajouter le beurre et le cacao. Dresser les queues et les pinces de homard sur assiette, nappée de sauce. Bon, on va pouvoir y aller là, s'il vous plaît, là. Parce que moi, je vais être en... Non mais bon, on finit. Merci. Il y a la gentillesse de pas... Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît. Il est maintenant l'heure pour Philippe Coipel, le pêcheur de homards, de montrer aux convives à quel point ces produits sont délicats. Le homard breton qui arrive. Rollinger n'est Oh pas un là homard breton. là, Voilà le quel bonheur. premier homard breton. Bah alors, qu'est-ce qu'on mange, chef? Un plaisir de vous avoir préparé. Alors, c'est un homard, Oui. évidemment breton de Philippe, plus que breton, cancalais. Et c'est un plat que j'ai créé il y a maintenant 6 ans, en hommage à un cancalais qui s'appelle Sieur de la Touche de la Ravardière, qui était parti en 1610, Ouais. fonder une France équinoxiale. En réalité, cet homme a fondé São Luís, Ouais. c'est de ville du Brésil au sud de Belém. Et la première boisson qu'on lui a servie, c'était une boisson de cacao, de piment et de vanille. Et mon idée était, par rapport à ces épices du Nouveau Monde, finalement ces Indes imaginaires, puisque c'est en voulant découvrir les Indes des épices qu'on a découvert ce merveilleux caillou que sont les Amériques. Tout à fait d'accord. Et donc c'est un peu l'expression de l'aventure maritime aussi du pays malouin et du pays cancalais que j'ai voulu redonner. Les arômes montent d'eux-mêmes jusqu'à nos narines, jusqu'au sinus, et en même temps, on peut commencer par le nez, mais on peut dire aussi que l'œil n'est pas, oui, n'est pas lésé, là. Absolument, mais en fait, c'est encore mieux si on déguste, non? Et toi, tu vois l'association des saveurs. Ça sent le cacao, c'est génial avec le homard. À côté de saveur. Comment ne pas oublier, ne pas gâcher les saveurs? C'est ça qui est très fort. En Mais fait. là, on n'a rien gâché. Eh ben voilà. Parce qu'on C'est ça qui est retrouve le extraordinaire. goût- On retrouve le goût du homard Voilà, qui est tout à vraiment fait. très présent. Tout à fait. Et le cacao en subtilité. Mais je trouve que c'est lui, ce chef,
on sent qu'il a l'habitude de manipuler, il joue avec les épices comme des notes de musique. Il faut savoir aussi que le cacao, c'est une épice. Autrefois, on l'utilisait uniquement comme ça pour accommoder les plats, en mettant un peu de piment, un peu de sel. C'est maintenant que nous, les enfants, on mange de cacao en friandise, mais autrefois, on mangeait le cacao comme ça, sous forme d'épices. C'est un condiment. Quelque chose comme ça nous travaille, nous titille un peu, Babette et moi. Oui. C'est toujours cette espèce de... Ce n'est pas une querelle, mais cette comparaison que l'on fait entre le poisson atlantique et le poisson méditerranéen. Est-ce que le bar breton ou le loup de Méditerranée, est-ce que c'est de la même qualité? Non. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même pour moi. Nous, en Méditerranée, on mange le nôtre, on ne va pas manger le homard de Bretagne, le loup de Bretagne. Et pourquoi? Et pourquoi on va y faire un transport? Parce que pourquoi on va le transporter dans l'eau, c'est pas là ici. Mais oui, mais enfin, si vous allez en Bretagne, vous allez quand même apprécier... Ah, mais si je vais en Bretagne, je mangerai le loup de Bretagne, d'accord. Mais je ne vais pas monter en Bretagne et manger un loup de Méditerranée, car... Côté cuisine, c'est Jean-Marie Gauthier, le chef de Biarritz, qui prend la suite des opérations. On est avant les fêtes de Noël. Et qu'est-ce qu'on a besoin de retrouver avant les fêtes de Noël? C'est des odeurs d'épices, des odeurs de fête, quoi. Donc on retrouve les oranges, on retrouve les endives, on va retrouver la cardamome, les goûts du pain d'épices, quoi. Voilà. Et toi, c'est les bases. C'est les vraies bases de la cuisine, ça. Alors là, on est dans les bases. Ouais, c'est ce qu'on disait. On s'est évadé avec les autres chefs. On a fait le tour du monde avec Olivier, avec Jean, on s'est monté à 2200 mètres d'altitude. Exactement. Et avec lui, on retrouve les classiques. Voilà, les classiques. Incroyable, hein? C'est ça qui est bien. On a les régions, c'est la force de la cuisine. C'est la force de la cuisine, de notre bonne cuisine. Ouais. Ah ouais, alors là... Après la Bretagne, c'est un autre fleuron de la côte atlantique qui est à l'honneur. C'est à Biarritz qu'officie Jean-Marie Gauthier, le chef de l'hôtel du Palais. Je suis là depuis 1991. Avant, j'étais sur la Côte d'Azur. Et puis, je crois que l'hôtel du Palais, quand M. Lambacher m'a invité à venir voir cette maison, eh bien, c'est un peu comme, je dirais, Napoléon et Eugénie. C'est un petit peu une histoire d'amour. Je suis tombé amoureux de cette maison et de cette région. Et ce qui fait que j'y suis encore, quoi. Ce qui m'a plu, c'est déjà l'architecture de l'hôtel, qui est quand même imposant. Les couleurs aussi par rapport à la région, l'océan. Et puis je crois aussi l'esprit des gens du Pays Basque, qui sont des gens, quand on les connaît bien, très chaleureux, très accueillants. Et il y a vraiment une authenticité dans cette région, que ce soit à travers les produits, que ce soit à travers plein de bonnes choses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous avons une table de 13 personnes, avec en entrée 6 foie gras, donc c'est les foie gras de la carte rotonde. Nous avons 7 jambons Emilio Moreno, donc c'est le jambon de 3 ans. Le chef Jean-Marie Gauthier a la particularité de diriger les équipes de 2 restaurants à la fois. L'hôtel du Palais abrite en effet la Rotonde et la Villa Eugénie. Cette particularité implique une discipline extrême. Là-dessus, vous avez le service aux étages. Donc attention aussi à toutes les tables qui partent dans ce service. Toujours, quand le client vous réclame une table à 20h30, ça doit partir pour nous 5 minutes avant. Tout va bien ? Eh bien, bon service. Merci. Parce qu'il y a quand même une chose qui est importante quand un client vient à l'hôtel du Palais. C'est que quand il passe le porche qui est à l'entrée, en fin de compte, il dit « je viens à l'hôtel du Palais ». Il ne dit pas « je viens à la Villa Eugénie ou à la Rotonde ou à un gala ». En fin de compte, à partir du moment où il passe le porche, eh bien, il s'attend au meilleur. Construit en 1854 dans un style Second Empire, ce palace était à l'origine un palais que Napoléon III avait fait ériger pour l'impératrice Eugénie. Ce lieu de villégiature sera transformé en palace en 1893. Un palace qui a accueilli la reine Victoria ou l'impératrice Élisabeth d'Autriche, mieux connue sous le nom de Sissi. Donc les gars, on y va avec les 6 carrés d'agneau impératrice. Allô? Oui. On y va avec le turbo et le carré d'agneau, c'est à point. On y va aussi avec 4 pigeonneaux rosés. Bien. Et dépêche-toi un peu là.
Fait rare dans une brigade, ici les cuisiniers se vouvoient et les éclats de voix sont interdits. C'est une des règles imposées par le chef afin de proposer un service à l'image du palace, exigeant certes, mais aussi distingué et respectueux. Tu les as les fleurs de bourrache? Allez. Très bien, Jérémy. Merci, chef. Voilà. Imaginons, on a des amis que vous invitez, vous avez envie de faire plaisir, et pour leur faire plaisir, il faut d'abord se faire plaisir. Il faut vous faire plaisir, quoi. Et eh bien, vous cuisinez pour les autres, mais comme si vous cuisinez pour vous. En fin de compte, quand je cuisine, et ce que je fais aussi avec les jeunes, hein, il faut cuisiner avec son cœur. Et c'est bon la cuisse? Oui, donc c'est bon, on peut y aller. Et toi, tu mets le filet de rouget à cuire. Allez, on y va. Vice-président du concours des meilleurs ouvriers de France Cuisine, Jean-Marie Gauthier possède l'art de repérer, former et surtout transmettre son métier avec une autorité et un flegme qui ont fait sa légende. Il faut surtout éviter le côté routinier quoi, du travail. J'ai un menu du marché. Donc là, c'est en fonction aussi des produits. Et on interprète le produit en fonction de la saison. Donc là, voilà. Donc là, le plat, il est bon. Donc on est bon, hein, monsieur Davouz? Oui, chef. OK. Allez. Hop. Voilà. Donc tu portes ça à la table 24. Donc la bonne recette, c'est le bon produit. Il faut aller vers des fournisseurs, rechercher ce qu'il y a de meilleur. Je vais toujours chez les producteurs parce que on a besoin moi j'ai besoin de ce contact. Je veux voir vraiment d'où vient le produit, comment il est travaillé. Il faut pas hésiter à faire 50, 100, voire 200 km, voire plus même, parce qu'il y a des produits, on ira même les chercher plus loin. Parce qu'on sait qu'un producteur, il va travailler comme ça. En plus, sans trop dévoiler, mais je suis, mes parents étaient agriculteurs, c'était des fermiers, des gens qui produisaient de la volaille, qui produisaient du bœuf, qui produisaient du cochon. Il faut le produit exceptionnel, quoi. Je veux dire, le produit de qualité. Ces produits, il va régulièrement les chercher en plein cœur du Pays Basque, dans la vallée des Aldudes. Pierre Oteiza, un éleveur de porc basque, a relancé l'élevage du porc en liberté et se bat pour faire revivre la vallée. La vallée des Aldudes, pour moi, c'est un côté... je laisse mon monde du travail, je m'évade, et là, je retrouve, en fin de compte, les gens qui eux, me proposent des produits de qualité. Ils sont bien comme ça dans ces espaces-là. C'est super, oui. Jusqu'à 80 kilos, on les alimente bien. Ah oui. On a fait une alimentation maïs hors poids. Et par contre, après, on les rationne parce que le porc basque, il faut le temps, quoi. Voilà. Comme ils sont menés jusqu'à 12-14 mois, automatiquement, on leur met 2 kilos par jour. Et comme ça, ils poussent avec le temps tranquille, mais ils se dépensent beaucoup, quoi. Parce que des fois, les gens ils disent il faut pas qu'il soit trop gras, mais c'est en fin de compte dans le gras qu'on a tout le goût. Et quand on a une chair qui a un peu de cette matière grasse, on va retrouver des goûts qui sont par rapport à ce que le cochon a à manger dans la nature, que ce soit des noisettes, du gland, de la châtaigne quand ça va être la période, les frênes un peu plus tard, quoi. Et donc tout ça, on le retrouve dans le cochon, quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de retrouver ces produits et que le consommateur va vraiment retrouver dans l'assiette. Parce qu'un produit qui est bien fait, qui est goûteux, il n'y a pas besoin après de masquer avec des aromates, avec des... Voilà, tout est dans l'assiette, quoi, dans la pièce principale. Hop. Ils sont jolis, hein. Le porc basque a deux vies. Vous avez l'élevage
Et ensuite, de nouveau l'élevage, mais en affinage qui se fait dans le jambon. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours autour du temps qu'on arrive à avoir cette qualité de produit, quoi. Voilà, tout ce pan, c'est l'hôtel du Palais. Voilà. Là, on les a à 17 mois, ils vont rester 4-5 mois. Et après, Maïtena va les trier et ils seront bons. Voilà, donc après, on enlève l'os, là. L'os. Et après, ils arrivent chez nous. Désossé, et c'est bon. C'est beau, ça. Ouais, très joli, ils sont très jolis. Les amis qui devaient arriver, là. Ils sont arrivés, là, c'est bon. Ah, bah, tu vois, Après la visite de la cathédrale des jambons, il faut passer, dans la grande tradition du Pays Basque, à la ripaille entre amis. Tu l'aimes? Je l'aime. C'est notre péché mignon, tu ne le savais pas encore. Allez. Bah, aussi bien lui, on y va, ok. Et qui c'est qui n'a pas eu son petit magret fourré au foie gras, là? Oui, voilà. Avec la gelée de piment. J'avais fait 2 fois, hein. Quand on aime, on ne compte pas. Bravo, pas le choix. C'est pas fini. C'est à l'autre bout des Pyrénées-Atlantiques, dans le Béarn, que Jean-Marie Gauthier va retrouver son éleveur de volailles. Les copines, c'est moi. C'est moi qui viens vous voir. Bah, Pierre, ce que j'aime bien chez lui, c'est ce côté terroir, quoi, très attaché à sa... Bon, avec ses volailles, que ce soit ses canards, et quand on le voit, comment dire, la passion, parce que c'est une vraie passion, en fin de compte. Voilà, ouais, en fait, on n'a rien inventé, hein. On a repris les grands principes de nos grands-parents. Une volaille avec des céréales nobles, donc des céréales produites sur l'exploitation, et puis une alimentation lactée à la fin. Bonjour, bonjour les poulettes, mes futures poulardes. Ce qui conférera quand même à la volaille une chair tendre et goûteuse, mais ferme aussi. Parce qu'en fait, c'est d'arriver à associer et à avoir le mix entre la fermeté, la tendreté et une viande goûteuse. Je crois que c'est ça, c'est que tous les deux, on va échanger, on va... en fin de compte, on se comprend déjà par le regard. Rien quand on regarde les poulards ou les canards qui courent dans la nature, quoi. En fin de compte, par le regard, tous les deux, on se comprend, quoi. Je veux dire, on se... voilà, quoi. Ça fait un peu en procession, les canetons, quoi. Alors, ça y est, là, tu donnes à manger un peu au canard? Ouais. Écoute, je pense que ça va faire de bons... Ils sont jolis, hein. Ouais. Ça fait du muscle. Je pense que c'est des rapports empreints de respect mutuel et d'amitié. Je suis très flatté, très fier et voilà, c'est gratifiant. Moi, je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que je fais en fait ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire faire des beaux produits, du moins essayer de faire des beaux produits et après sublimer ces produits qui sont sublimés par des grands chefs. Voilà. Ça, je trouve ça génial. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Que ça dure. Très bien, on va aller voir la commande de poulards. Ouais, ok. Hein? Combien c'était 12 12, je crois, j'ai pris. C'était 12. Ouais, 12 poulards, j'ai pris. Super. Très bien, bah, allez, on va aller chercher ça. J'ai vraiment besoin de ce contact avec la terre, donc avec le fournisseur, avec l'éleveur, et avec ces gens qui vraiment sont attachés à leur terroir, et ils vont donner le maximum pour arriver à avoir des produits vraiment très beaux produits, qualité, soignés. Elle est terminée, l'assiette vient de se fournir? Oui, chef. Ouais, donc il nous manque juste la groseille à mettre dessus. Comme ça. Donc là, on est bon, il n'y a pas de sauce, hein, on laisse comme ça. Et donc là, on va pouvoir envoyer l'assiette aux étages, quoi. Oui, chef. Bien. Parmi tous les chefs présents pour le festin, Jean-Marie Gauthier est celui dont la philosophie est la plus tournée vers les grands classiques de la gastronomie. Fier de cette tradition, il met un point d'honneur à la transmettre. Ben pour moi, c'est un besoin, quoi. J'ai ce besoin de transmettre, en fin de compte. Ce que j'ai appris, ben je le redonne. Avec mon fils aîné, quoi, Lucien, ben je crois qu'on a toujours envie que ses enfants fassent mieux, quoi. J'aime beaucoup cette phrase qui est de Victor Hugo, hein, je crois que... Et mon père, souvent de fois, il la disait.
si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, et je crois que c'est ça un peu la transmission. Voilà, tu vois, là, on va prendre là. J'aime beaucoup, moi, quand les fruits, tu vois, ils sont coupés comme ça en deux, là. Et on voit bien les fruits sur la tranche, c'est beau. Ouais, bah c'est bien. La vie ne vous permet pas de vous endormir en cours de route, quoi. Il faut faire tout ce que vous pouvez et un maximum le plus tôt possible. Et c'est quand on est jeune qu'on peut, c'est pas après. Pour ce festin de Noël, Jean-Marie Gauthier prépare une poularde à sa façon. Détachez les cuisses puis les hachez. Mélangez avec la truffe, le madère, le sel et poivre. Désosser la poitrine de poularde, la farcir de truffes, salée, poivrée, puis la faire pocher dans un sachet sous vide au bain-marie à 68 degrés, 30 minutes. Préparez les ballotines avec les cuisses, la truffe et le foie gras. Les rouler et les rôtir au four 12 minutes à 200 degrés. Disposez sur l'assiette une tranche de ballotine, chevauchée d'une tranche de poitrine. Vous voulez goûter? Ah ouais, non, on veut pas goûter, non. Est-ce qu'il va en rester? Dans les cuisines du Ritz, le plat de Jean-Marie Gauthier semble ne pas laisser indifférents les autres chefs. Monsieur Trois-Gros, vous voulez goûter ou quoi? Bien sûr qu'il veut goûter. Ça va, pas de problème de cholestérol ou... Délicieux. Joli travail, magnifique. C'est quoi, une volaille ou une volaille de Bresse? Une volaille des Landes. Une volaille des Landes. Volaille des Landes. Magnifique. Elle est rôtie au four ou pochée? Le travail de Jean-Marie Gauthier met en valeur celui de Pierre Duplantier, l'éleveur de volailles béarnais. Jean-Marie Gauthier qui arrive. Il arrive. Oh là là, Jean-Marie! Bravo Jean-Marie. Alors maintenant, on va goûter une poularde des Landes qui vient de chez Pierre Duplantier. Donc une volaille hein, qui est élevée, on peut dire, en plein air. Et elle est en 2 cuissons. Pourquoi? D'un côté, j'ai voulu faire la poitrine pochée, donc qui rappelle un peu les volailles pochées comme on faisait à l'ancienne, servies avec des légumes. Et la cuisse, elle, a été hachée. Et à l'intérieur, on a remis un foie gras avec un petit peu de truffe. Donc d'un côté le rôtissage, d'un côté le pochage. Sauce suprême, jus de rôti. Pour vous, c'est un vrai plat de Noël? Pour moi, c'est un vrai plat de Noël. Bah oui. Parce qu'on a aussi les endives qui sont dessus. Et les endives sont cuites avec jus d'orange, écorce d'orange séchée, cardamome, poivre, coriandre. Donc on retrouve un peu aussi les goûts du pain d'épices. Donc on est en plein dans les fêtes. Bonne dégustation. Merci. Il faut la parole d'un chef pour avoir encore faim. Comme nous Oh avons. là, oh là. Il n'y a pas d'arrête. C'est fondre. Non, exactement. Non, mais tout à fait, il faut le souligner. Hein, ça paraît... et c'est très agréable d'avoir un plat qui fond dans la bouche. Comme ça. Il n'y en a rien à faire que manger. C'est vraiment... C'est juste, ouais. C'est juste. C'est juste au niveau. On pensait qu'on avait plus faim. En tout cas, ce plat, il est vraiment délicieux. C'est vraiment fantastique. C'est fantastique. Ça fond dans la bouche pour le volaille. Il m'ouvre encore l'appétit, ce plat. C'est fin. Le volaille, C'est vraiment exceptionnel. Hein. En même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a mangé comme un certain nombre de plats. On serait incapable de dire lequel est le meilleur. Tout était sur une note d'excellence. Tout était différent, mais tout était excellent. Absolument. En cuisine, c'est Benoît Bernard qui va devoir envoyer l'avant-dernier plat. Alors ils en sont à combien de plats là? Pour ce 6e plat, Benoît Bernard, originaire et amoureux du Nord, prépare une spécialité typiquement régionale. Et ton jus, là, avec la bière, il n'y a pas du tout d'amertume qui ressort? Un petit peu? Tiens, Bah, le jeu, c'est contrasté, il faut bien sûr un peu d'amertume, quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement... tu vois, on n'a pas du tout mis de sucre. Hein. Ah non, c'est bien équilibré. Merci, monsieur. De la part d'un mof, en plus, ça me flatte. C'est sur les plages de sa région, le Nord-Pas-de-Calais, que sa vocation de grand chef a germé. Ma gourmandise a commencé là parce que j'allais ramasser des moules, des bigorneaux, quelques coquillages. Après, on allait à la crevette grise, là, quand la mer avait été étale, on allait se baigner derrière. Donc c'était quand même un terrain de jeu assez extraordinaire. Et c'est vrai que tu rentrais, ta grand-mère elle te faisait
la petite poêlée de champignons, tu sais, avec les copains du camping, avec les bigorneaux, les crevettes grises qu'on avait pêchées. Bon, ensuite, c'était les moules frites, hein, on est dans le nord. Puis il y a de la poêlée de champignons. C'est-à-dire que c'était ce plaisir d'aller ramasser, de passer un moment avec mon grand-père dans un endroit que j'apprécie parce que c'est en pleine nature. Et puis de rentrer, effectivement, et puis de partager le truc, quoi. On arrive à avoir de la belle taille de moule. Moule pays. Avec une clé, c'est pas facile. Petit crabe. Ma philosophie, elle est un peu comme... Elle est censée, je veux dire, déjà aujourd'hui, on a du mal à trouver les produits, que ce soit en France ou autre part, quoi. Les bons produits, je veux dire, aujourd'hui, ça devient pas chose rare parce qu'il y en a encore, effectivement. Si c'est pour acheter un turbo 90 € le kilo et de le faire tous les jours sur ma carte et de le vendre une fortune, je trouve pas ça bien, quoi. C'est aussi pareil, c'est trouver le bon moment, le bon produit dans les bonnes saisons, et puis d'en faire un truc bien, quoi. Comme son allure l'indique, Benoît Bernard est un routard qui a beaucoup voyagé. Sa culture est cosmopolite, mais ses racines sont dans le Nord. Salut papa. Ça va bien Alex? Salut Ben. Ça va, ça se passe bien l'élevage? Ça va, ça va. Et toi, ça va? Bah la famille, ouais. tout ça, machin. Impeccable, ça roule. On va voir tes couples. Les gamins ils bossent, tout va bien. Ouais. Donc qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais? Tu voulais des gros pigeons? Ouais, là, tu sais, on va les faire. Un demi par personne? Tu veux désosser? On va faire un demi par personne, désosser la cuisse, tu sais, on va les cuire sur le coffre. Là, je vais te montrer un peu le calibre que je vais te mettre là. Attends, ça c'est magnifique, je te les étouffe, je te prépare ça. Non, comme ça ils seront bien saignants. Ouais. Ici ils ont 12-13 jours, fais gaffe qu'ils te laissent pas un petit quelque chose. Donc, ah ouais. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors, on dit quoi, que les couples de pigeons, ils sont couplés à vie, ils sont fidèles, ouais. Bon, je suis pas là pour tenir la chandelle, mais t'as bon, les os aussi, là t'as des petits qui ont 2-3 jours. Regarde. Sale bête. Il défend son nid, c'est les mâles qui sont. Donc là, ils doublent leur poids tous les 2 jours là. Ça pue pas trop, hein, frère. Non. Ça c'est un petit qui est bon à l'abattage, malheureusement pour lui, mais bon, il peut sentir la rondeur du bréchet. Ils sont extra pour le sacrifice, quoi. Là, ça donne un pigeonneau juste une tendreté extraordinaire, une graisse fondante. Voilà. C'est clair. Ben écoute, génial. Bah écoute, je vais t'en prendre là quelques-uns là. Dans la région, manger le pigeon est une tradition à laquelle ne déroge pas le chef, qui a remis ce plat au goût du jour dans son restaurant de Lambersart, près de Lille. Contrôle un peu ta caméra. Ouais, écoute, génial, quoi. C'est ce qu'on voulait, quoi. Super pigeon. C'est le même que tout à l'heure, mais un peu plus... un peu moins vivant. Un peu plus froid. Ouais. C'est pas très... Eh ben, impeccable. Voilà. Je mets ça dans ma caisse. Fais-en bon usage, prépare-les bien surtout. Tu m'envoies la facture? Pas de problème. Par contre, ça c'est vrai, tu m'envoies la facture quand même, quoi. Salut Ben. Ciao, merci. Merci, salut. La laiterie de Lambersart est un restaurant étoilé pas comme les autres, à l'image du chef rock'n'roll. Tiens, donne-en à la princesse derrière là. Moi, chez moi, c'est ça, prends ton temps, bois un coup de canon, mange du cochon, fais-toi plaisir, rigole, parle fort, écoute de la bonne musique et mange bien, qu'on te respecte. Moi, tu sais, je suis beaucoup en salle, hein, et c'est vrai que le fait, tu vois, je veux dire, je sais pas mentir, quoi. C'est-à-dire que quand le mec il me dit vous avez quoi de bien, je sais pas lui dire bah attends, j'ai 2 dorades qui traînent dans le frigo. Donc déjà, je sais pas mentir. Donc bah forcément, ce qui m'intéresse, c'est de partager. Et c'est pas rigoler de la tête des gens. Donc c'est de faire de la sincérité par rapport aux produits qu'on a, quoi. Donc on a fait un menu ce soir, Magdeleine. Oui. Spécial pour toi. Parfait. Un truc VIP top. Donc on fera une salade de homard, hein. C'est la pleine saison. On fera un risotto à la truffe. Et de l'agneau du pré-salé, mais pour ceux qui veulent un poisson, un Saint-Pierre. Très bien. Des bons produits, une belle assiette, une bonne cuisson, c'est la devise de Benoît Bernard. Il aime faire plaisir à ses convives avec des produits régionaux uniquement. C'est donc tout naturellement chez un artisan brasseur des Flandres qu'il a décidé de nous emmener. Salut, comment vas-tu? Ça va bien?
Qu'est-ce qui t'amène là? Bah, écoute, on fait un bon produit là sur un pigeon, on vend un peu la Flandre là, comme c'est une belle région quoi. Voilà quoi. Bon, bah super. Donc nous l'histoire là, je vais te prendre quelques bières là, on va prendre de la bio. Ouais. Et tu veux des petites, des grandes bouteilles? Non, de la grande chope, on la finira sinon après. Et c'est un peu l'esprit du Nord quoi, le copain d'un copain. C'est un peu aussi pourquoi je suis resté dans le Nord, c'est parce qu'effectivement on dénigre tout le temps la région, tu vois. Et là, on vend pas assez de bière dans nos restaurants, mais c'est quand même des produits qui sont exceptionnels, quoi. Hein? Ouais. Puis c'est vrai que pour moi, que la bière soit présente dans ton restaurant, c'est quelque chose, si tu veux. Parce que ça veut dire qu'elle est appréciée, elle est utilisée à un niveau de cuisine. Enfin, c'est une référence un petit peu. Enfin, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Bon, donc c'est de la bio que tu prends? Ouais, bio, on va prendre 6 bouteilles. Je vais te chercher une caisse. Ça va, merci. Ouais. 6 bouteilles, ouais, mais je... Tiens, je t'ai mis une caisse, tu me la rendras la prochaine fois? Bah, tu m'en as mis 10, là? Ouais, j'en ai mis 10. Ouais, ça va, impeccable. Litron. Eh bah, génial. Allez. Je vous fais la bise. Salut. Ciao, je ferai une bise à Alban de ta part. Ah oui. On fait comme ça? Ouais, ciao. Alors, deux prédesseurs de saveur, s'il vous plaît. Moi, je suis passé à 22 ans, je faisais à manger pour moi, quoi. Pour le challenge, tu vois. Le challenge, t'as un pigeon bien cuit, maîtrisé. Alors aujourd'hui, c'est plus, tu vois, la valeur des choses qui m'intéresse. Faut enlever. Moi, je pense que dans le restaurant français, aujourd'hui, c'est trop solennel, quoi. Il faut plus de partage, il faut plus de bruit, il faut plus de générosité, plus d'odeur, plus de sensibilité. Je pense que les gens attendent de plus en plus de vrai, quoi. Bah, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a de positif. Donc forcément, ce qui a de la positivité, c'est de l'amour, quoi. L'envie de faire plaisir, enfin tout ce qu'on a repris depuis le début, quoi. Autre artisan auquel Benoît Bernard est très attaché, Alex Croquet, le boulanger attitré du chef. Même si ça n'a l'air de rien, la qualité du pain est un critère fondamental dans la valeur d'une table. Donc Alex et son pain, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est tellement beau, c'est tellement à fleur de peau, c'est tellement sensible que c'est le drame de sa vie. Mais comme moi, quoi, tellement je suis passionné, c'est notre drame parce qu'on aimerait bien être un peu plus léger. Et Alex, il pense, il vit pain, quoi. C'est incroyable, quoi. Ce mec-là, il est incroyable, quoi. C'est un vrai bouquin, c'est sans cesse du renouvellement, c'est génial, quoi. Et là, tu vois le bannetons, c'est à ça que ça sert. C'est que le pain, il se prélasse comme dans un fauteuil. Il se détend tout doucement, il n'y a pas de contrainte. C'est pour ça que je ne suis pas obligé de le façonner fort, parce que le bannetons, il va le câliner jusqu'à temps qu'il aille au four. C'est un fauteuil pour le pain, tu vois. Salut Ben. Chati, là. Tu es gamin, là? Salut, gamin. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis en sueur, il fait chaud. Ouais, putain. Là, on vient de finir de façonner, là, les pains de campagne. Ouais. C'est combien de pains à la fois tu peux cuire? Bah là, je peux en cuire... Là, on va en cuire 70. D'un coup? Ouais, d'un coup. Ben, une fois, il m'avait fait rire, il dit je suis un gourmand, mais pareil, avec les gens, je les mange aussi. Et c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer les gens avec qui je travaille. Et c'est de travailler avec des gens humains, quoi, de l'humanisme. Si, c'est clair qu'il exprime son pain d'une façon un peu poète, quoi. Il y a des expressions bien à lui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Je me disais, avant, tu disais j'aime bien boire du vin comme j'aime bien boire une bière, simplement. Sans manière. Goulûment. Il y a que là, un axe, là? Bah, on va voir, on va frapper dessus. C'est le pain pour le Ritz? Ouais. Alors, t'entends comme il sonne bien? S'il sonne rond, c'est qu'il est pas sec à l'intérieur. Bon, Alex. Ah, mais les gens, ils oublient que tu t'entends manger du pain. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est un bruit qui te fait des frissons, quoi, tu sais. Et mon gars qui désespérément me demandait, tu sais combien de temps, chef machin. Puis, non, mais t'as pas compris. Voilà, non, pardon, j'ai cassé la croûte, mais... Tu vois, non, mais ça, c'est génial, quoi. Tu vois, c'est le côté où ça, c'est notre métier. Quand les magasins, ils me disent ça, le pigeon, il est cuit, mais je dis, regarde-le, ton pigeon, t'as envie de le manger ou pas? T'as envie de le manger, bah, il est bon. Tu vois? Et les pains, c'est pareil, ils chantent, tu vois?
Là, il craque, puis garde. Quel tableau, quoi. Tiens, tu nous coupes un peu en deux, là, pour voir un peu ce qu'il nous comment il a raconte. travaillé, ouais. C'est toujours important de couper le pain. Le pain, c'est un historique. Bah là, on sent bien le foin, hein, ça sent la paille mouillée, là. C'est normal, le pain est mouillé, ça vient de l'épi. Ouais, ça sent la paille mouillée. T'as raison. La paille mouillée au soleil. Le foin chaud, le foin ouais. Une tartine comme ça, là, tu vois, c'est exceptionnel, quoi. Et puis c'est bien, c'est toute la croûte, quoi. Brune, rousse, elle est pénétrante dans la mie. Ça, c'est intéressant. La gastronomie, c'est la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que c'est des prises de tête, c'est des amours, c'est des émotions, c'est tout, quoi. Alors effectivement, c'est la vie, mais comme toute passion, quoi. Chaque fois, je joue au football. Extraordinaire. Allez, Tistoy, on y va, on rentre, on va manger. Pour ce festin, Benoît Bernard nous prépare une recette du Nord. Pour ce festin de Noël, nous avons préparé donc un pigeon à la bière. On va d'abord réduire la bière, hein. Ensuite, faire cuire en 2 temps cuisses et coffres dans du beurre moussant 3 à 4 minutes, salé et poivré. Réaliser le pain perdu avec pain, jaune d'œuf, genièvre, bière et sucre. Dresser sur assiette, sur le pain perdu, les filets et les cuisses et garnir autour avec les girolles et les oignons. Allez, on envoie. Dire ça au passe du Ritz quand même. On envoie les gars là, la classe. C'est parti, merci. Alex Croquet, le boulanger, est impatient de déguster le plat de Benoît et plus particulièrement son pain perdu. On est enchanté d'accueillir Benoît Bernard, qui vient nous présenter avec une bonne un chope. plat du Nord. Santé. Avec une bonne chope, exactement. Ouais, c'est important. Le pigeonneau au pain perdu. C'est bien ça, Benoît? Pain perdu à la pain bière. d'Alex. Et à la Le pain bière. d'Alex. Et à la bière, donc d'Esquelbec. Alors ce plat, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il a de typiquement vous? Bah, typiquement moi, c'est parce qu'en fait c'est des plats un peu d'ouvriers, quoi. C'est des plats un peu... c'est des plats de pauvres, quoi. Pain perdu, le pigeon, on avait tous dans nos jardins parce que c'est des coulonneux là-haut. C'est des quoi? Des coulonneux, là, tu sais, les pigeons voyageurs. Ouais. Donc c'est vrai que ça, avant ils mangeaient ça bouilli pendant des heures parce qu'ils avaient plus d'une heure de vol, comme on dit. L'idée de ce plat, c'est un bel équilibre entre l'amertume de la bière, hein, et il faut donc on sait que l'amertume c'est un des points essentiels de la cuisine française, l'acidité et l'amertume, hein. L'amertume de la bière ne doit pas l'emporter sur le tout. Donc l'idée c'est vraiment cette délicatesse de l'amertume qui doit être subtile et non envahissant, quoi, en fait. Quand vous mettez de la bière, vous mettez pas d'épices alors. Vous faites le plat uniquement pour avoir le goût de la bière. L'idée, c'est de mettre de la bière parce que c'est bon. Voilà. Et puis. Ça, c'est très bien. Non, attends, c'est très bien. C'est une très bonne idée d'avoir Et associé nous le sommes- pigeonneau, la bière et le pain perdu. Donc Voilà. on perd rien, tout est utilisé. Et on va passer à la dégustation de votre plat. Avant que ça soit froid. Voilà, exactement. Très Merci important. beaucoup. Merci. Attends, la température Bonne est dégustation. Hein? C'est magnifiquement présenté, mais ça respecte la forme de l'animal. Voilà, On exactement. retrouve la cuisse, le mantelet. Le mantelet, non, on peut Oui, dire ça. oui. On peut dire ça, On Babette? peut dire ça, on peut dire ça. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'Alex me parle un peu de son pain, parce que son pain, c'est un pain qui me parle. Alors, comment faites-vous, Alex, pour avoir Pour ça? faire sourire le pain. Non, mais regardez-moi ça. Il y a un sourire ici. Voilà. C'est le pain qui prend sa forme? Comment ça se passe? C'est l'esthétisme du vivant, en fin de compte. L'esthétisme Alors, du expliquez-moi vivant. ça, parce que je ne comprends pas trop Ben, bien. en fin de compte, souvent quand on coupe le pain, je le fais. Je coupe le pain avec une lame, je signe mon pain. On dit bien le boulanger, c'est la signature du boulanger. Et moi, ce que je préfère, c'est la signature du vivant, donc la signature du pain. Je m'efface, encore une fois. Et le pain se... Et du coup, oui, sa signature, c'est l'expression, c'est quand il donne ses derniers instants au four. Parce que quand on met le pain au four, il est encore vivant biologiquement. Et en même temps, il va tout donner au four. Parce qu'on veut le mettre au four quand il est encore dans sa force d'adulte. On ne veut pas le mettre quand il soit trop fatigué. Et si on a une fenêtre de temps pour le mettre au four, où il va encore donner une expression, il faut encore de l'énergie. Par contre, si on le met trop fatigué, c'est-à-dire trop mûr, trop poussé, trop attendu, au four, il y aura une expression timide. Et moi, j'aime les pains extravertis. Alors vous sentez, ce qui est étonnant, ce qui est fascinant dans le pain, c'est quand c'est l'invisible qui domine le réel. Parce que là, on a des notes de seigle et il n'y en a pas du tout. Et ça, dans le vin, dans la fermentation,
quand vous faites de la fermentation, il y a... Ouais, et c'est ce qui est rigolo dans la fermentation. Vous pouvez avoir des notes de miel, il n'y a pas de miel. Vous pouvez avoir des notes de seigle, il n'y a pas de seigle. Voilà, regardez la complexité. Le repas est exceptionnel. Le repas est exceptionnel. Voilà. On est enchanté de voir que Jean-Pierre a parfaitement terminé son pigeonneau, que Pierre aussi est arrivé n'en a pas laissé trace du pain perdu. C'est du bonheur. Non, mais c'est vraiment C'était du bonheur, Pierre. Je suis carnivore et je rêve de repas médiévaux. Non, je plaisante. Non, c'était extraordinaire. Et là, non, moi, ce qui m'épate, c'est finalement aussi l'assemblage avec la bière. C'est vrai que chez nous, dans le sud-ouest, on n'y penserait pas. Et c'est la magie, finalement, de toutes les régions de France où on tire parti de ce qu'on a, quoi. Ultime retour en cuisine. C'est Michel Troisgros qui prépare le dernier plat. Un joli petit tamis avec quelques épices également pour le goût. Tu as mis mon poivre là-dedans, j'espère. Voilà, le poivre relingé est là. Et puis là, mes petites garnitures. Dans les cuisines du Ritz, tous les chefs encouragent Michel Troisgros. C'est ravissant. 2 poireaux, d'écrevisses et de radis. C'est une idée Michel Troisgros complète. Écoute, voilà, je me suis inspiré à la fois d'une tradition régionale et familiale parce que à Noël en famille, c'est toujours une pièce de viande pochée avec une vinaigrette, des raisons de bien-être, on va dire, et de goût personnel et de bien-être. Et aussi parce que je me suis dit, voilà, Noël, c'est aussi un peu, le sapin, la guirlande. Et il m'a semblé que, il y avait un petit côté... Il y a un petit côté marionnette aussi un peu, non? Ça te va bien, le petit côté Pinocchio. Je trouve que c'est joli. C'est un petit côté facile, le fil rouge qui évoque Noël, qui évoque... le fil des générations, le temps qui passe, Noël qui nous emmène. Allez, mes enfants, on y est. Et alors, Michel. Pour le dernier plat de ce festin, nous nous rendons chez lui, à Roanne, dans la Loire. Tu vas bien? Ça va? Je te redis bonjour. Alors, je vais au marché par plaisir, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Mais le vendredi matin est le grand rendez-vous. C'est un rendez-vous avec les producteurs, rendez-vous avec les produits. Ah, c'est l'unique barquette. Aujourd'hui. Je crois qu'elles sont bien. Je suis preneur. Donc c'est aussi le point de rencontre, le moment de ensemble aller dans les allées du marché, pouvoir palper, sentir, goûter. Parfois avec excès, c'est mon problème. J'adore goûter 2 fois plutôt qu'une. Avec ça, je suis heureux. Et puis de l'oseille aussi. Et choisir et imaginer, parce que c'est là que se déclenche le processus de gourmandise du cuisinier. C'est vraiment à la vue de cette nature-là que les idées peuvent venir. Oh là, ça a de l'allure aujourd'hui, ça va, j'en reviens. Elle manque un peu de sucre encore. Ouais. Bon, c'est déjà bien charnu, donc il manque plus qu'un petit peu de maturité. Quasiment tous ces ingrédients-là se retrouvent cuisinés dans les cuisines de Troisgros. Goûte une de tes fraises. Tu m'en diras des nouvelles. Non, une ville sans marché, c'est une ville sans âme. Le marché bi-hebdomadaire rythme le cœur du centre-ville de Roanne et amène quelque part l'oxygène à la ville. Ne plus avoir de marché, c'est ne plus avoir le choix de bien cuisiner et de bien se nourrir. Oh la vache, c'est frais, je viens de m'en retaper une là. À demain matin, Jean-Pierre. Depuis 75 ans, la famille Troisgros incarne la tradition et l'excellence de la cuisine française. 3 générations, 3 époques de l'histoire de la cuisine. De l'inspiration régionaliste à la nouvelle cuisine, le goût est ici en perpétuelle évolution. Bonjour messieurs. Le basilic rouge, c'est pour toi, ça c'est de la nette encore. Alors nous nous trouvons là dans la maison Troisgros, c'est ma maison familiale, celle où je suis né, celle où j'ai grandi, où j'ai passé mon adolescence jusqu'à rentrer à l'école hôtelière à l'âge de 15 ans. Bon Florent, je te laisse prendre en main tout ça. Donc voilà, c'est tous mes souvenirs qui sont ici, mon papa, ma maman, mais aussi Jean, son frère, et le grand-père Jean-Baptiste, le fondateur de la maison, en 1930, avec Marie, son épouse. Donc voilà, cette maison, c'est 3 générations de restaurateurs, 3 générations de cuisiniers
Voilà, c'est une grande passion pour la cuisine, mais aussi une grande passion pour le client, pour un art de vivre, pour une atmosphère, une hospitalité, un savoir recevoir, un vrai plaisir. Donc voilà, 42 ans consécutifs que nous avons 3 étoiles Michelin. C'est une maison de tradition, Trois Gros est une institution, mais de tout temps, elle a su, cette maison, grâce à ses acteurs, évoluer, changer. Florent, chef, avec le Batouta, qu'est-ce qui part exactement? Une nage d'écrevisse, manoir. Une écrevisse? Oui, c'est tout. Michel a parcouru beaucoup de pays dans le monde. Il a tiré les nombreuses subtilités des cuisines étrangères pour les adapter à sa personnalité et à son terroir. Je joue et je tente d'associer des goûts qui s'aiment, des textures qui s'aiment ou qui se contrarient, des températures différentes, des couleurs aussi, parce que l'aspect esthétique est très important dans la composition. Il est presque aussi important que le goût. Le goût restant la priorité de toute composition. L'esthétique étant au service du goût. C'est ce que je tente de faire, ce que je réussis parfois, mais c'est toujours, je le précise, c'est toujours assez sobre. Depuis plus de 25 ans, Michel travaille en collaboration avec Jean-Pierre Burneau, un maraîcher qui officiait déjà avec le père et l'oncle Trois Gros. Jean-Pierre et Michel ont créé leur propre potager dans lequel ils remettent au goût du jour des variétés de fruits et légumes oubliés. Est-ce que c'est la Mara des Bois que tu avais sur le marché hier? Ah, cette Mara des Bois, là, elle est exceptionnelle. Pas très Tu gros, sais qu'hier, c'était irrésistible pour moi. Ah bah, puis là, on arrive en fin de cueille, donc c'est... Je suis arrivé à la fin du marché, il n'y avait plus de fraises sur mon cajot, tellement elles étaient bonnes. Belle bête. Tiens là, j'ai une petite série. Celle-ci, par contre, elles ne vont pas se conserver longtemps, mais dorées comme ça. C'est de la confiture, ça. Ça, c'est de la confiture, oui. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Au début, on a commencé sur le marché. Et puis voilà, je leur ai proposé des produits que je pouvais leur faire. Et puis eux m'ont dit, il faut faire tel produit. Et puis voilà, c'est parti. Puis à présent, comme on dit, on travaille de pair. Là. Bon, c'est pas ma conception d'agriculture de faire de la production industrielle. Bon, c'est un mon choix. Et j'ai dit, pourquoi pas me lancer dans les productions maraîchères, comme j'avais une opportunité d'avoir la ville qui n'était pas très loin de Roanne, un terrain qui était propice, et j'aimais bien ça. On cueille 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, quand on te passe le coup de fil, hop. Ouais. Voilà, c'est cueilli, c'est livré. C'est la cueillette longue. Voilà, on a notre belle barquette. On va pas en mettre plus parce qu'elles vont souffrir, celles du dessous. Bien. Belle cueillette. Le plaisir, au final, c'est le client. Voilà, c'est lui qui va... Toi, tu l'as peu, le commentaire, mais moi, je l'ai 10 fois par jour. Et où est-ce que vous trouvez des produits comme ça? Comment vous faites pour faire cette cuisine-là? Avec quoi et comment vous l'avez fait? Voilà. Là, il y en a des belles. Là. Tiens, on voit la texture de cette tomate, quoi. Ouais. Voilà, beaucoup de chair, peu de pépins. Ça. Là, on a un bon goût, mais il manque le sucre encore. On est pas mal. Mais c'est déjà pas mal. On n'a pas grand-chose sur celle-là. Alors, le bonheur d'attendre et le bonheur de recevoir quand ça vient, quoi. Quand voilà. le produit est là, mais par contre, bon, comme on dit, il faut être professionnel, il faut être sérieux. Et donc, quand le produit n'est pas au goût, à mon goût, puis je sais à mon goût de mes clients, comme à vous, donc ce produit, on ne va même pas le cueillir, on va le... C'est comme les petits pois, les tomates. Ben, vous les emmènerez au Colombier, les tomates. Allez, on les emmène au Colombier. T'as combien de vitesse là-dessus? Alors, où est-ce que tu as planté ton cerfeuil tubéreux? Alors, on s'arrête là, on va regarder. Le légume, il est profond, là. Il est où exactement? Là, montre-moi. Toi, c'est ici, là. On va l'arracher. Là, il va y avoir un beau bulle, là. Donc, on va voir. Ah, splendide. Ah oui, d'accord. Ça ressemble un petit peu là. D'accord, d'accord. Et là, j'en ai d'autres à côté.
Après, on a un outil comme ça. Alors, on ne cueille pas la machine, c'est trop fragile. Et alors, donc le cerfeuil tubéreux, donc la tubercule du cerfeuil, est-ce que tu crois que ça a un lien avec le cerfeuil, l'herbe? Ah non. D'ailleurs, la feuille, elle est toxique, là. Ah oui, d'accord. Très ok. toxique, même. D'accord. Ce petit goût et cette texture aussi un peu sur l'amande, comme ça. Ouais, pour le moment, c'est un peu carotte, amande, quoi, c'est ça. On sent plutôt le goût de la carotte, encore. Dis-moi, qu'est-ce que ça lui apporte, là, quand tu le laisses en cave, là, ces longues semaines? Eh ben, le but, c'est là qu'il prend toutes ses saveurs, il prend ses sucres. Pour moi, c'est le foie gras du légume, ça. Ouais, c'est vrai. L'aventure est à nous. Mon ambition aujourd'hui est de pouvoir laisser à mes enfants, ou léguer en tout cas à mes enfants, mon goût voilà, pour ce métier. Pour le festin, le chef revisite une recette traditionnelle. Alors je vais vous cuisiner un filet de veau à la ficelle. Habiller le filet de veau avec des feuilles de laurier. Réaliser un bouillon de bœuf très corsé, parfumé aux aromates et épices. Confectionner ces guirlandes de légumes avec radis roses, cèpes, poireaux, écrevisses et poires. Mettre le filet de veau en cuisson dans le bouillon de bœuf pendant 12 minutes et les guirlandes ensuite pendant 6 minutes. Servir dans une assiette 2 médaillons de veau avec les légumes autour en ajoutant 2 sauces. Voilà, je présente au service. C'est un bouillon clair clarifié ou non? Dans les cuisines du Ritz, Michel Troisgros donne la dernière touche à son plat. Alors, est-ce que tu peux me monter, s'il te plaît, la bouteille avec toi? Bien sûr, avec plaisir, c'est un honneur, mon cher Michel. Pour moi. Nous y allons, les gars. On y va. Attention. Allez. C'est avec les légumes de Jean-Pierre Burneau, le maraîcher, que Michel Troisgros a façonné sa recette. Troisgros, Michel. 3e génération, 3 étoiles. Bravo. Michel. Bonsoir. Michel. Alors, c'est un filet de veau de lait à la ficelle. Voilà. J'aurais aimé le faire devant vous. Il est là sur l'assiette. Si vous voulez le servir, vous verrez, il y a 2 petites sauces qui sont servies avec, et puis des légumes de pot-au-feu, mais un petit peu revisités. Les légumes, c'est l'affaire de notre ami. Il est là, il nous dit rien, mais racontez-nous un peu ces légumes. Les légumes, bon, tout simplement, quand on travaille avec Michel, donc on travaille surtout avec le goût, en respect du goût, et puis aussi des saisons. Donc avec Michel, on travaille beaucoup les légumes frais, donc tels que les petits pois au printemps. Racontez-nous ça. Simplement le petit pois, c'est un légume banal, mais bon, cueilli au stade très jeune, c'est un bonbon. Pour acheter un bon petit pois, déjà, il faut qu'il soit frais. Pour voir la fraîcheur, il faut qu'il chante dans l'étal. Le chant du petit pois, ça crisse quand on le touche. C'est extraordinaire. Ils parlent tous du chant de leurs produits. Non, mais c'est comme il parlait d'Alain, parlait de son pain. Chante, le petit pois chante. J'imagine que la Ferrand pousse la chansonnette aussi. Comment reconnaître ce petit pois? Le petit, tout simplement, on le presse, le petit pois. Si le petit pois, ça sort du jus, qu'on goûte, c'est du sucre, c'est du bonheur. Si le petit pois est dur, c'est une bille. Ne pas acheter, vaut mieux acheter une boîte. Michel. Vas-y. Par le nez d'abord. Oh là là. Par le nez d'abord, j'adore. Ah, on parle le nez d'abord. Moi, je goûte d'abord. Et après, le nez me dit qu'il faut manger. Oh. Alors, racontez-nous tout. C'est merveilleux. Ah bah, j'ai quoi à vous raconter? Je vous l'ai dit, je vous leur ai parlé de mon plat. Bon, après, la truffe, l'exception de Noël, la truffe, c'est l'ingrédient par excellence dont on raffole. C'est le plus beau de tous les produits, la truffe. Extraordinaire. Donc la sauce aux truffes, évidemment, va donner voilà, l'envolée, on va dire, d'un seul coup, la puissance aromatique et l'exception au plat, quoi. Voilà, ça, c'est l'exception du goût. Hein. Et la puissance aromatique, c'est la bonne expression. Hein. Ouais. C'est incroyable ce que ça chante. Alors, je vous souhaite bon appétit. Merci, Michel. Merci, Monsieur Noël. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, c'est... Mais on n'en finirait pas de manger, c'est incroyable. Chaque fois qu'il y a un plat qui arrive, on découvre des saveurs, mais c'est inimaginable. Tout est différent et tout est bon.
Il est temps désormais de retrouver les artisans de ce festin unique dans les annales de la cuisine française. Si les divines recettes qu'ils vous ont proposées vous inspirent, il vous reste quelques jours avant Noël pour vous faire la main et les réaliser. Ah, Michel arrive. Moi, j'en suis sûr. Des étoiles. On sait ce qu'on a 16 envoyé. étoiles. 16 étoiles. Il y a 16 étoiles Bravo. qui rentrent dans la salle. Bravo. Bravo, messieurs. C'est impressionnant. Bravo, messieurs. Merci. Voilà. Nous avons fait vraiment un excellent voyage dans l'assiette. En tout cas, merci, bravo. C'est vraiment une réussite. Et à vous tous, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Michel Roth, que nous avons reçu dans ce si beau palace qui fait la renommée de la France. Alors, messieurs, on va déjà trinquer parce qu'on a passé vraiment un moment sublime. C'était un véritable festin. En tout cas, merci à vous de nous avoir gâtés. Mais attendez, c'est pas tout. Merci en tout cas à vous. Merci. Et la surprise, c'est le gâteau. C'est un grand moment. C'est vraiment un cadeau de Noël parce qu'il y a l'idée de quelque chose de fermé, que l'on ouvre, que l'on découvre, et c'est une surprise. Ce gâteau a un secret, chef. Oui, le secret, en fait, c'était de faire le montage dans une demi-sphère en chocolat. Donc, c'est une succession de couches, donc de biscuits dacquoise à la noisette. On a un côté croquant qui est obtenu avec un mélange de crumble et de praliné à l'ancienne. Une marmelade à l'orange. Et des feuilles d'or. Et voilà, des feuilles d'or pour le côté festif et les petites amandes caramélisées. Quand vous tombez sur plusieurs couches à chaque fois. Ça tourne. Bah non, ils vont dire que je radote, ils vont dire là qu'elle est à la retraite, celle-là, elle est trop vieille. J'ai mal dit là. Hein. Non, faut pas que je bégaye. Hein. Non, on n'a pas bégayé. Vous avez arrêté là quoi? Non. Voilà, nous prendre. T'as vu la gueule de ta caméra, toi? Tu serais pas pris une éclaboussure de vélo dans la gueule, là? Salut maman, j'ai été sacralisé. Je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Machi Bouzouk, Boulago.